Jeu de survie féodal avec téléportation mondiale. Au départ, je n'ai que quelques graines abîmées et une houe. Si je ne construis pas mon domaine en 7 jours, le ciel m'anéantira. En voyant les lamentations dans le canal régional, les plus forts cherchaient frénétiquement de l'eau, tandis que je faisais un geste qui a stupéfait tout le monde. J'ai écrasé ensemble les seules graines de survie que j'avais en main. Tout le monde se moquait de moi, pensant que j'avais perdu la raison sous le choc. Ils s'attendaient à me voir mourir, mais l'instant d'après, un éclat vert a brillé, et les graines blanches de mauvaise qualité se sont transformées en une semence doublement mûre. Une ressource de premier ordre. Cela signifiait que je possédais le seul atout caché de toute la région, la fusion. Désolé, mais cette récompense de la première mise à mort, je vais la prendre. À cet instant, une voix électronique retentit dans mon esprit. Digne. Bienvenue dans le monde des seigneurs universels. Vous bénéficierez d'une période de protection de 7 jours pour les débutants. Puis la voix résonna de nouveau, après 7 jours, vous ferez face à des dangers. Pendant la période de débutant, le taux de butin est décuplé. Devenir seigneur apporte d'immenses avantages. Efforcez-vous de devenir plus fort. En entendant cela, je regardais tout ce qui m'entourait, perdu. Je ne pus m'empêcher de poser les 3 questions fondamentales, qui suis-je? Où suis-je? Qu'est-ce que le monde des seigneurs? À peine y avais-je pensé que de nombreuses informations affluèrent dans mon esprit. Il s'avère que la planète Juzu a été ravagée par une guerre nucléaire, provoquant la destruction du monde. Le ciel a pris le contrôle de la planète et a éliminé l'énergie nucléaire. Tous les habitants de la planète ont été téléportés ici pour devenir seigneurs. Si après 7 jours ils échouent à l'épreuve, ils perdent leur qualification. Après avoir compris la vérité, je regardais la petite cabane en bois devant moi et un objet semblable à un cristal. C'était le cristal du seigneur. L'activer permettait de devenir seigneur. De plus, je vis aussi un champ à côté, une houe et plusieurs paquets de graines. Ensuite, je m'avançai. Je posai la main sur le cristal. Le cristal du domaine est en cours d'activation. Veuillez nommer votre domaine. En entendant la notification du système, je réfléchis un instant et répondis, que ce soit la ville de l'Aube. Nomination réussie. Prélèvement du talent en cours. Félicitations, vous avez obtenu le talent unique, fusion. À ces mots, apprenant que je pouvais fusionner des objets pour les améliorer, je me dis, protégez bien le cristal. S'il est détruit, vous perdez votre qualification. J'étais très surpris. Un talent unique signifie que personne d'autre ne peut l'avoir. Est-ce parce que je suis un voyageur temporel? Je réfléchis en silence. Il y a 10 ans, un tremblement de terre m'avait enseveli vivant, mais mon âme avait voyagé jusqu'à la planète Juzu et avait ressuscité dans le corps de ce fils d'une famille d'arts martiaux, portant le même nom que moi. Comme j'étais très nostalgique de la Chine terrestre, j'avais ainsi nommé mon domaine. En regardant autour de mon domaine, il n'y avait que ces 3 simples objets. J'ouvris d'abord mon panneau de statistiques personnelles. Je découvris que toutes les statistiques de base étaient à 10 points. À part les bonus élémentaires et la résistance à 0, je n'avais encore aucune compétence de combat ou de survie. La description du panneau indiquait que la statistique maximale initiale pour un humain était de 10. De plus, mon domaine ne possédait que 100 pièces d'or et 3 bâtiments de base. En voyant les statistiques au maximum, je supposais que cela était lié à ma pratique des arts martiaux depuis l'enfance. Un bon début, dis-je avec satisfaction. Puisque je suis ici, je m'y ferai. Après tout, ce n'était pas la première fois que j'arrivais dans un endroit totalement inconnu. Ensuite, j'ouvris le sac système que tout le monde possédait. Il contenait 10 emplacements de stockage initiaux, dont 4 contenaient des objets. Dans le premier emplacement, il y avait une épée de débutant blanche qui ajoutait un point de force. Bien que ce soit l'équipement le plus basique, c'était toujours mieux que rien. Les deuxième et troisième emplacements contenaient respectivement 100 pièces d'or initiales. Et une hache pour couper du bois. Le dernier contenait un plan. Je l'ouvris. C'était un plan de caserne blanche. Je connaissais bien son utilité, dépenser 100 pièces d'or et 100 unités de bois. Pour construire une caserne et convoquer des soldats. Pour survivre, il fallait de la nourriture et de l'eau. Bien que je n'ai rien pour l'instant, je savais déjà quoi faire ensuite. Je décidai d'abord de consulter les fonctions du système. En plus de ce qui précède, je découvris que le système était divisé en 2 canaux de discussion, mondial et national. Le pays où je me trouvais, le royaume du dragon volant, était un pays similaire à la Chine. Ainsi, renaître ici me donnait un fort sentiment d'appartenance. J'ouvris le canal national et vis quelqu'un se plaindre d'avoir faim et soif. D'autres se vantaient d'avoir obtenu un talent qui augmentait leur force de 10%. À ce moment, dans le canal, il y avait aussi des personnes se disant haut placées qui tentaient de calmer la population. Le canal national limitait chaque personne à 3 messages par jour, de 500 caractères maximum. Ensuite, je consultais le canal mondial, au contenu similaire, limité à 1 message par jour. Il y avait aussi un canal d'échange vide. Rien de plus. Je n'étais pas étranger à l'agriculture, alors j'inspectais d'abord les paquets de graines de maïs blanches. Le panneau indiquait une bonne croissance. Je fus un moment surpris, elle serait prête à être consommée en 24 heures? Ce temps de maturation était vraiment trop court. Mais en y repensant, dans le monde des seigneurs, tout est logique. En regardant le nombre de graines, une idée me vint soudain, je me demandais si ma compétence de fusion pouvait fusionner ces graines. À cette pensée, je m'exécutai immédiatement. J'utilisai mon talent pour placer 2 graines ensemble. Une lueur traversa l'espace. Elles fusionnèrent effectivement en une seule,
et cette nouvelle graine émettait une faible lueur verte. Voyant cela, je me hâtais de regarder les propriétés de cette graine fusionnée. Le panneau affichait. C'est une graine de maïs verte, et son temps de maturation est directement réduit de moitié, soit seulement 12 heures. En regardant la graine de maïs dans ma main, sa qualité avait considérablement augmenté. Tout dans ce monde a une hiérarchie de qualité. Blanc, vert, bleu, violet, or. Désormais, non seulement le temps de maturation du maïs était réduit, mais il avait aussi été réduit de moitié. En constatant ce changement, j'étais très satisfait de mon talent. Je tenais une centaine de graines en main. Je me suis immédiatement attelé à toutes les fusionner. Mais dès que j'ai commencé, j'ai ressenti un vertige. Je ne pouvais plus continuer. Voyant cela, je me suis empressé de vérifier la cause. J'ai alors découvert que mon énergie psychique était tombée à zéro. Il s'avère que la fusion consomme énormément d'énergie psychique. Après m'être reposé un moment pour me sentir mieux, j'ai immédiatement pris une houe et j'ai commencé à cultiver assidûment. Le travail acharné fait la richesse. Le vieux paysan est le plus adorable. Ainsi, en semant, j'ai fusionné les graines, et très vite, le travail fut accompli. Malheureusement, autour de la terre jaune, je n'ai trouvé aucune source d'eau. Bien que la description dise qu'elles peuvent pousser sans eau. Je savais bien qu'avec de l'eau ou de l'engrais pour irriguer, les cultures pousseraient plus vite. Les excréments d'animaux sont un engrais naturel. Autrefois, à la campagne, mes parents cultivaient ainsi. Les excréments humains ne font pas exception. Seulement, l'urine ne doit pas être en excès, sinon les graines ont du mal à l'absorber. Si ce n'était le manque d'eau, j'aurais bien voulu le mettre en pratique moi-même. Ensuite, j'ai ouvert le canal de discussion, et l'écran affichait toutes sortes de comportements. Certains pleuraient et posaient des questions, d'autres réconfortaient et guidaient, certains même menaçaient de se suicider. Il y en avait même qui proposaient un prix élevé pour du bois, sans doute pour construire une caserne. En voyant leurs messages, les lieux de naissance étaient vraiment variés, certains étaient nés dans un vaste désert, d'autres en plaine. Et certains avaient même été téléportés directement sur une île déserte. Mais à ce stade, tout le monde avait les mêmes ressources de départ. Qui aurait du bois en trop? En fin de compte, il fallait compter sur soi-même pour abattre des arbres. Après avoir ignoré ces informations inutiles, j'ai découvert que les graines initialement reçues par chacun étaient très différentes, il y en avait de toutes sortes. Certains avaient des pommes de terre et des patates douces, mais moi, j'avais pas mal mangé du maïs cru. Son goût était sucré et agréable. Bien sûr, le maïs bouilli ou grillé aurait été meilleur, mais pour l'instant, pas d'eau, pas de casserole. Pas même de feu. Voulais-tu que je fasse du feu en frottant du bois? Arrête ça. Je ne croyais pas avoir ce talent. Après avoir fini de semer, j'ai regardé à nouveau le bâtiment de la caserne dans mon inventaire. Pour le construire, le bois était indispensable. En regardant cette forêt à une centaine de mètres de mon territoire, silencieuse, j'ai serré mon arme. Cette arme de débutant avait toutes ses statistiques au maximum. Prenant mon courage, j'ai franchi les limites de mon territoire. La période de protection pour les débutants ne durait que 7 jours, je devais devenir plus fort rapidement. Peut-être que dans cette forêt, je trouverais par hasard une source d'eau. À peine entré dans la forêt, j'étais extrêmement vigilant, attentif aux alentours, car souvent, des bêtes sauvages rôdaient, il ne fallait pas se relâcher. Après avoir cherché attentivement un moment, je n'ai trouvé aucune trace de bêtes sauvages. J'ai alors secrètement poussé un soupir de soulagement. Une fois la sécurité confirmée, j'ai sorti ma hache et j'ai commencé à abattre des arbres avec ardeur. Alors que les copeaux de bois volaient, les notifications du système « Bois plus 1 » défilaient sans cesse. Le bois pouvait être automatiquement rangé dans l'inventaire, et les articles identiques pouvaient être empilés jusqu'à 999. Mais après un certain temps d'abattage, c'était extrêmement fatigant. Chaque fois que j'étais épuisé et que je me reposais, je parcourais les informations utiles dans le canal. C'est à ce moment-là qu'une notification glaciale du ciel retentit soudainement. La notification annonçait qu'un nouveau venu était mort et éliminé, et avait activé le mode diffusion en direct. L'éliminé pouvait retourner sur la planète Juzu. Regardez le direct du Seigneur. Cependant, les spectateurs ne pouvaient voir que l'extérieur du territoire, et les parties intimes du Seigneur étaient masquées par des pixels. Les deux parties ne pouvaient pas non plus communiquer. La bonne nouvelle était que, par la suite, le Seigneur pourrait, après avoir obtenu des ressources, échanger avec l'État au prix du ciel. En entendant cela, tout le monde fut stupéfait. Qui aurait pensé qu'être éliminé ne signifiait pas vraiment mourir, mais retourner sain et sauf à Juzu. Dès que la nouvelle sortit, le salon de discussion explosa instantanément. On peut retourner à Juzu rien qu'en mourant. Au revoir tout le monde, je vais chercher la mort. Voyant l'écran rempli de messages, certains étaient consternés. Cet endroit offre des possibilités infinies, seuls les imbéciles laisseraient passer une telle chance. Des personnes plus âgées soupiraient, l'avenir appartient aux jeunes. Mais malgré cela, le monde des seigneurs assista à une vague de suicides absurdes. Certains se tranchaient la gorge avec l'épée de débutant, d'autres se jetaient dans une rivière ou se cognaient contre des pierres. D'autres encore se heurtaient à une cabane en bois sans grand dommage, et certains, n'osant pas se suicider, couraient délibérément dans la nature pour se faire massacrer par des monstres. Vraiment, des suicides chaque année, mais cette année, ils étaient particulièrement nombreux. Et ceux qui retournaient à Juzu se plaignaient en pleurant, sniff, sniff, les villes modernes sont bien plus sûres. Mais en retournant dans leur monde d'origine, ils réalisaient avec effroi que tout autour était trop silencieux. Par curiosité,
Les survivants sortaient leur téléphone et ouvraient la diffusion en direct. En raison de l'immensité du territoire de longtemps, ne sachant qui regarder. Ils choisissaient au hasard parmi la multitude de seigneurs pour les observer. Quant à moi, couper du bois n'est pas une tâche facile. Même avec mes attributs de niveau maximum, après avoir abattu des dizaines d'arbres, j'étais épuisé. Je n'ai eu d'autre choix que de m'arrêter pour me reposer. Profitant de cette pause, j'ai rouvert le chat et, sans surprise, de nombreuses informations utiles ont défilé. Des informations utiles, des estomacs, voire des peluches, ces butins étranges et variés. M'ont soudainement fait comprendre que les coffres mystérieux dans la nature étaient la principale source de ravitaillement actuelle. Une fois mes forces revenues, j'ai immédiatement pris l'épée de débutant. Ayant recueilli suffisamment d'informations, je voulais naturellement tenter ma chance dans la forêt. Dès que j'y suis entré, j'ai ralenti le pas, inspectant soigneusement chaque recoin. Soudain, une faible lueur attira mon attention. Elle était cachée dans les herbes. J'ai scruté les environs avec prudence, m'assurant qu'aucun monstre ne tendait une embuscade. Sous mes yeux en alliage de titane. Rien, pas même le moindre souffle, ne pouvait rester caché. En m'approchant, je vis qu'il s'agissait bien d'un coffre en bois. Pensant à tout le matériel de seigneur qu'il pourrait contenir, je l'ouvris avec impatience. Ce qui apparut sous mes yeux était une robe de femme. Moi, un homme, à quoi cela pouvait-il bien me servir? J'étais extrêmement perplexe. Décidément, il y avait de tout dans ce coffre en bois. Serait-ce que ma chance de niveau maximum était factice, alors que le coffre se dissipait? Je mis machinalement la robe dans mon inventaire. À cet instant, une silhouette blanche filante bondit soudain devant moi. Bon sang, ce lapin blanc était vraiment trop gros. Face à ce lapin géant d'un demi-mètre de haut, j'étais stupéfait. Avec étonnement, j'ouvris rapidement son panneau de stats. Lapin sauvage qualité blanche, niveau 1. Compétence, morsure. La description disait que c'était un lapin carnivore. Un lapin carnivore d'un demi-mètre. Il me prenait vraiment pour un imbécile qui n'avait même pas été à l'école primaire, mais en y réfléchissant. Dans ce monde, je n'avais jamais vu ça. Qu'un lapin devienne un démon, c'était logique. Face à cet agresseur, je n'avais pas peur. Dans le chat, les autres tuaient des poulets de niveau 0. Ce lapin sauvage de niveau 1, à en juger par son regard, était sans aucun doute un expert en arts martiaux. L'homme et le lapin se retrouvèrent face à face. Je le provoquai d'une voix froide. Te voilà. Le lapin sembla hésiter, puis poussa un cri et bondit sur moi. Il sauta en l'air, ouvrant ses crocs droits vers mon visage. Je m'étais entraîné aux arts martiaux depuis mon enfance. Face à cette attaque, je me décalai sur le côté pour l'esquiver, jaugeant la trajectoire, et serrant fermement mon épée de débutant. Je frappai violemment vers son cou. Avec un bruit sourd, la lame toucha pile à l'endroit visé. L'effet de coup critique s'activa. Le lapin s'écrasa lourdement au sol, se mettant à convulser violemment. Quand tu es malade, achève-le. Je bondis en avant, abattant mon épée dans une série de coups furieux. Après quelques coups, le lapin se dissipa en une lumière blanche, mais je n'y prêtai pas attention. Une notification sonore retentit. Digne. Plus 10 points d'expérience. Quelques pièces d'or tombèrent au sol. Et même un vieux livre. Je me précipitai pour le ramasser. Un livre de compétences venait d'apparaître. Apparemment, ma chance n'était pas factice. C'était probablement un bonus de débutant, grâce à la chance maximale et au fait de tuer un monstre de niveau supérieur. Je rangeai les pièces en souriant, et lus la description du livre de compétences, collecte, qualité blanche. Permet de collecter des ressources sur les corps de monstres. Vraiment une bonne chose. Je la pris immédiatement. Les compétences de métier étaient bien, mais une idée audacieuse germa dans mon esprit. Si j'achetais un autre livre de compétences de collecte, pourrais-je le fusionner en une compétence de niveau supérieur? Mais un objet aussi rare, en obtenir un seul était déjà une grande chance. Je n'y réfléchis pas plus longtemps et utilisai directement la compétence de collecte sur le cadavre du lapin. Instantanément, de la viande de lapin apparut dans mon inventaire. Cela m'évitait la corvée de nettoyer les entrailles. Alors que j'utilisais la compétence à plusieurs reprises, de la peau et de la viande de lapin s'ajoutèrent à mon butin. Le lapin entier se dissipa rapidement. Avec cette compétence, tuer des monstres deviendrait bien plus pratique. Pour l'instant, j'avais désespérément besoin d'un briquet. On ne pouvait en obtenir qu'en ouvrant des coffres ou en faisant du commerce. Tuer un lapin de niveau 1 rapportait 10 points d'expérience, 10 lapins suffiraient pour monter de niveau. Si je tuais des monstres de niveau 0, il m'en faudrait 100. À ce stade, rares étaient ceux capables de tuer des monstres de niveau supérieur. Je repris mon épée et continuai à explorer les profondeurs de la forêt. 10 minutes plus tard, une bambouseraie apparut au loin. Je ne m'arrêtai pas. J'explorai encore 10 minutes, et un lac s'offrit à ma vue. De l'eau potable. Mon cœur fit un bond de joie. Dans le chat, d'innombrables personnes offraient des fortunes pour de l'eau, mais ceux qui en avaient manquaient de contenants. En regardant l'eau du lac, une idée me traversa l'esprit. Eureka! Je fis aussitôt demi-tour et courus vers la bambouseraie. Je sortis ma hache et me mis à abattre frénétiquement. En voyant les bambous tomber, j'étais fou de joie. Cette plante, avec ses nœuds, pouvait non seulement servir à transporter de l'eau, mais aussi à ranger toutes sortes d'objets. Actuellement, énormément de gens avaient besoin d'eau. C'était une occasion en or. Je brandis ma hache, coupant les branches superflues et taillant les bambous en tronçons. Cette bambouseraie était assez grande, je pouvais couper à volonté. Après une heure de travail acharné, j'avais enfin un stock important de tronçons de bambou prêts à l'emploi. Puis, portant mes tronçons,
je me faufilai jusqu'au bord du lac. L'eau était claire, des poissons nageaient. Après avoir vérifié que tout était sûr, je me mis immédiatement à les remplir. Après avoir rempli des dizaines de récipients, j'ouvris la salle des échanges. Je devais mettre en vente mon eau rapidement, avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Les règles du commerce étaient très simples, on pouvait acheter directement avec des pièces d'or, ou faire du troc. Tout dépend de la générosité de l'acheteur. Je commence par afficher une commande d'échange 1 pour du bois et un briquet. Puis j'ouvre le canal de discussion et je lance une annonce, j'ai mis en vente de l'eau dans le hall d'échange. Échange possible contre des ressources. Ajoutez-moi en ami si vous êtes intéressé. Cette nouvelle enflamme instantanément le canal. Ouah, je meurs de soif. Enfin quelqu'un vend de l'eau, s'exclament les gens avec excitation. Les messages défilent comme des flocons de neige. Certains se plaignent que le bois est difficile à obtenir, d'autres, des seigneurs du désert, supplient d'utiliser des pièces d'or. Soudain, quelqu'un demande si on peut échanger contre des allumettes. Sans hésiter, je l'ajoute immédiatement en ami. Le système confirme l'ajout de « gros saucisson » en ami. Le nom de ce domaine a un sacré fumet. À peine ajouté, il me demande avec impatience. Grand frère, une boîte d'allumettes contre 5 bidons d'eau, ça marche? Après quelques négociations. On fixe à 2 bidons. Avec une notification, j'obtiens enfin les allumettes. Source de feu résolue, plus besoin de manger de la viande crue. En voyant le flot de demandes d'achat en pièces d'or en arrière-plan, je décide de suivre le courant et d'accepter. Pour l'instant, personne n'a vraiment de bois. Après un rapide calcul, je fixe le prix unitaire à 10 pièces d'or. À peine affiché sur le canal, les insultes pleuvent. On n'a que 100 pièces d'or au départ, tu ferais mieux de les voler. Face à ces critiques me traitant de marchand sans scrupules, je choisis de les ignorer. Si vous n'êtes pas content, n'achetez pas. De toute façon, ceux qui manquent d'eau sont nombreux. J'ignore les messages de négociation. Jusqu'à ce que, invincible sous le ciel, m'envoie un message, coincé dans une forêt, il a un besoin urgent d'eau et veut échanger une bille de bois contre 2 bidons à long terme. Le bois est indispensable pour construire la caserne. Je lui réponds immédiatement, si tu fournis 50 bûches en une fois. J'accepte. Il accepte en une seconde, puis échange carrément 60 bûches. Devant cette quantité énorme, je suis stupéfait, d'où tu sors tout ça? Il ricane et dit avoir un bonus de ressources. Il y a donc des chanceux sur ce marché, mais son talent d'accélération, comparé à ma chance unique de niveau maximum, est loin derrière. Je prépare immédiatement 120 bidons d'eau et les échange. Il est très reconnaissant et déclare que son domaine dépendra entièrement de moi pour l'eau. J'ai un besoin urgent d'un fournisseur de bois à long terme. Et je promets sur le champ de lui donner la priorité. Nous trouvons un accord gagnant-gagnant. Pourtant, d'innombrables personnes continuent d'agiter leurs pièces d'or pour acheter. Je sais bien que la méthode des bidons en bambou finira par être imitée. Alors je me conforme aux lois du marché et baisse le prix de l'eau à 5 pièces d'or avant de la remettre en vente. La baisse des prix provoque une vente instantanée. Les pièces d'or sont tellement importantes. En voyant mon solde grimper, je remplis tous les bidons en bambou restants et les vends à nouveau. À ce moment, Petit Papillon m'envoie un message privé, il propose d'échanger du minerai de fer contre de l'eau. Cet objet ne sert pas encore, mais c'est clairement une bonne chose. Après un rapide calcul, je décide d'accepter et lui demande combien il en a en stock. Il tâte le terrain. 10 unités, échange 1 contre 1. Je coupe court, seulement 5 bidons. Après quelques marchandages, j'en ai marre de discuter et conclus avec 6 bidons d'eau contre ces 10 unités de minerai de fer. Voyant que l'eau apportée est entièrement vendue, j'en bois moi-même abondamment pour étancher ma soif. Maintenant que le bois et le feu sont rassemblés, il est temps de rentrer. Je retourne en vitesse à mon domaine, chargé de ressources. Enfin, je vais pouvoir construire. La caserne tant attendue, j'en sors le plan avec impatience et clique sur « Construire ». Après déduction des pièces d'or et du bois, une simple caserne antique s'élève instantanément. Bien que de qualité blanche. C'est la base de ma survie. Chaque soldat recruté coûte 100 pièces d'or. Avant même que je puisse m'en émerveiller, une notification céleste retentit, le seigneur de l'Aube a été le premier à construire. Une caserne. Récompense, 1000 pièces d'or et 10 points de renommée. Je reste figé un instant. Jamais je n'aurais imaginé une prime aussi généreuse pour une première construction. Ces 1000 pièces d'or me permettent justement de recruter 10 soldats. Le canal explose instantanément. Les gens s'exclament, ce boss est trop en avance. D'autres avouent, sans culture, on ne peut que dire putain. Des tonnes de filles cherchent à se faire emmener. Criant, boss, emmène-moi. Je suis prête à tout sacrifier, même à te faire un enfant. Face à ce déluge de demandes d'amis, je fronce légèrement les sourcils, pour éviter les ennuis. Je clique sur « Tout sélectionner » et refuse catégoriquement tout le monde. Invincible sous le ciel, m'envoie ses félicitations. Mais il en pleure de rage, si j'avais su que ça passerait à la télé, jamais je ne t'aurais vendu mon bois. Il enrage. Petit Papillon est verte de jalousie. L'épée solitaire me demande aussi à quoi sert la caserne. Ces infos finiront de toute façon par être connues, alors je les donne généreusement. La nouvelle se répand. Et le nombre de personnes cherchant du bois sur le canal explose. Tout le monde semble comprendre que la caserne est le cœur du développement du domaine. Je n'ai pas le temps de m'occuper d'eux. Je me mets immédiatement à recruter frénétiquement. Les pièces d'or défilent. Des lueurs blanches apparaissent les unes après les autres dans le cercle. Quelques instants plus tard, 10 soldats de 18 ou 19 ans crient en chœur, « Salut, Seigneur !» En voyant leur énergie juvénile,
ma confiance monte en flèche. Je consulte leurs caractéristiques. L'un d'eux, nommé Zhang San, se démarquait particulièrement, avec un mental atteignant 9 points, un véritable prodige né. Mais leur nom était risible, de Zhang Yi à Zhang Shi, comme s'ils venaient d'un lot de grossistes. Cependant, c'était simple à retenir. J'ai immédiatement ordonné, Zhang San, tu seras chef d'équipe. Tout le monde, suivez-moi. Zhang San a répondu avec enthousiasme, sa loyauté grimpant instantanément. Arrivé à la bambouseraie, j'ai distribué des haches et des épées de débutants, ordonnant de couper les bambous en tronçons. Puis de les transporter au bord du lac pour les remplir. Assis près du lac, je surveillais l'avancement tout en consultant mes messages privés. Les demandes d'eau continuaient d'affluer, certains proposant même des échanges de matériaux. En voyant quelqu'un prêt à troquer des ressources, j'ai activement ajouté des amis. Un seigneur nommé Cigarette Solitaire demanda « Tu veux des pierres ?» Feignant le dédain, je répondis « À quoi ça sert ?» Comme oreiller. L'autre supplia « Chef, 2 unités pour une canette, d'accord ?» 5 unités pour une canette, je lançai un prix exorbitant. L'autre faillit pleurer en l'entendant. Il me traita de marchand noir, me suppliant de lui donner de l'eau. Après une vive altercation verbale, le prix final fut fixé à 3 pour 1. Bien que traité de profiteur, j'étais ravi au fond. Ensuite, une seigneuresse musclée m'écrivit en privé, « Grand frère, échange un briquet contre de l'eau, c'est bien mieux qu'une allumette. » En plus des sources de feu, tout en dirigeant le remplissage, je cliquais frénétiquement pour confirmer les échanges en arrière-plan. Profitant du monopole actuel sur l'eau, j'achetais en gros toutes sortes de biens de première nécessité, des tonnes aux sous-vêtements. Tout finissait dans mon inventaire, même les cigarettes de luxe. Dans cette nature sauvage, ces petits objets pourraient un jour jouer un rôle crucial. Les opportunités commerciales sont éphémères. Si je ne profite pas de l'absence de production d'eau à grande échelle pour faire fortune, une fois le marché ouvert, ce sera trop tard. En voyant les pièces d'or et les matériaux s'empiler rapidement dans mon sac, mon moral était au beau fixe. Le profit de la vente d'eau était plus rapide que de monter en niveau en tuant des monstres. La division du travail des soldats était claire, coupeurs de bambou, transporteurs, remplisseurs d'eau. Sous ma coordination, toute la chaîne fonctionnait avec une grande efficacité. Dans le feu de l'action, je me rappelais les 10 points de réputation de récompense. Bien que je n'en ai pas encore percé l'utilité, ils deviendront sans doute une ressource clé. Cette fois, j'avais non seulement construit une caserne, mais aussi rassemblé une grande quantité de matériaux. Profitant de l'absence totale de vendeurs d'eau à ce stade, j'avais lancé une frénésie d'accumulation de richesses. Le recensement de longtemps comptait pas moins de 2 milliards d'habitants. Même si certains s'étaient suicidés ou retirés au début, les survivants restés dans le monde des seigneurs formaient une base extrêmement vaste. Bien que tout le monde ne manque pas d'eau, un petit nombre en avait un besoin urgent, prêt à échanger des matériaux pour survivre. Cela suffisait à me remplir les poches. Voyant le butin joncher le sol, j'ordonnai immédiatement aux soldats d'emballer et de tout ramener au territoire. Cette transaction d'eau fut très fructueuse. À ce stade, tout matériel avait de la valeur, donc je ne refusais rien. Même une boîte de sirop de glucose pourrait un jour être utile. Ce qui me surprit le plus, un seigneur nommé Vieil Enfant de Tianchan échangea une arme de qualité blanche contre 20 canettes d'eau claire. Cette arme ajoutait 2 points de force, plus puissante que l'épée de débutant. Dans ce début périlleux, un seul point de statistique pouvait renverser le cours d'une bataille. Pensant qu'il avait fait une grosse perte, je lui demandai des détails. Il était né sur le plateau de Leuce, en plein désert de sécheresse. Échanger une arme contre l'eau de vie était effectivement un choix judicieux. Après avoir ajouté l'ami et conclu l'échange, tout était fini. J'étais assurément le seigneur le plus riche en matériaux à ce stade. Quant aux mendiants et profiteurs dans le canal, je les ignorais purement. Voyant qu'il était encore tôt, je rassemblai immédiatement tous les soldats, sortis la nourriture obtenue en échange d'eau via les coffres surprises, et la distribuai pour apaiser leur faim. Après un bon repas, les soldats taillèrent des lances en bambou pour en faire des pics rudimentaires. Avoir une arme en main valait mieux que d'explorer la forêt à main nue. Je serrai mon épée qui augmentait la force. Distribuai des haches et des épées de débutants à mes hommes, tandis que les autres soldats tenaient fermement leurs lances de bambou. La troupe continua d'avancer vers la forêt. Peu après, un énorme lapin sauvage de niveau 1 apparut, voyant notre supériorité numérique. Cette bête rusée, effrayée, fit demi-tour pour fuir. Je réagis rapidement, arrachant la longue lance de bambou d'un soldat à côté. Fort de mes années d'entraînement martial, je visai le dos du lapin et lançai violemment, sans manquer d'un iota. La lance transperça parfaitement la cible. Le système indiqua un gain d'expérience. Je hochai la tête, satisfait. Me tournant, je demandai à mes hommes s'ils avaient aussi gagné de l'expérience. Zhang San et les autres secouèrent la tête, répondant « non ». Il semblait que ce monde n'avait pas de mécanisme de partage en groupe. Le monstre était tué par qui? L'expérience revenait à celui-là. Après avoir ramassé les pièces et dépecé le corps, la troupe continua d'avancer. Mais je commençais à réaliser que 10 personnes groupées pour chercher des monstres, l'efficacité de la prospection était vraiment trop faible. Pour étendre la zone de recherche, je réajustai la formation, ordonnant aux soldats de se mettre par groupe de 3, espacés de plusieurs dizaines de mètres, et d'avancer rapidement en un filet. La dispersion de la formation porta ses fruits. Peu après, Zhang Yi s'exclama avec excitation, « Seigneur, un coffre !» En entendant l'appel, je me rapprochai immédiatement. En soulevant le couvercle du coffre en bois,
Je vis à l'intérieur une dague de débutant augmentant la force. Je la lançai négligemment à un soldat sans armes. Nous continuâmes d'avancer. En marchant, un chien errant apparut dans notre champ de vision. La bête avait une taille normale et aucun signe d'agressivité. Je m'avançai et la tuai d'un seul coup d'épée, entendant la notification d'expérience +1. Je ramassai à contre-cœur la pièce d'or tombée. Ce monstre de voisin avait vraiment un taux de drop très faible. Il me fallait trouver des monstres de niveau supérieur. Après avoir tué quelques faibles monstres, une demi-heure s'écoula silencieusement. Un chat sauvage de niveau 2, de la taille d'un chien de chasse, s'arrêta soudain devant nous. Ce chat sauvage émit une série de grognements rauques en direction du groupe. Son air féroce montrait clairement qu'il s'agissait d'une brute très agressive. Voyant cela, je découvris une règle. Toute créature avec le préfixe sauvage avait forcément subi une mutation ou une évolution, devenant un monstre puissant. J'ouvris le panneau d'information. Ce chat sauvage de niveau 2 possédait les compétences morsure et griffes acérées. Le système ajouta une remarque spéciale, m'avertissant de me méfier de ses griffes et crocs tranchants. Bien que cette bête fût de haut niveau, nous étions 3 contre 1. Elle n'avait absolument aucune chance. Avec un sifflement, le chat sauvage se transforma en ombre noire et fonça droit sur mon visage. J'étais sur mes gardes. Suivant sa trajectoire d'attaque, je me déplaçai rapidement sur le côté pour l'esquiver. Avec un bruit sourd, la bête, ayant trop forcé, ne put freiner à temps, et sa tête dure alla percuter de plein fouet l'arbre derrière moi. Devant cette scène, je restais bouche bée. Un chat sauvage pouvait-il vraiment chercher à se suicider? On dit attendre le lièvre au pied de l'arbre. Alors, aujourd'hui, cette rencontre étrange, peut-on l'appeler attendre le chat au pied de l'arbre? Profitons de sa faiblesse pour l'achever. Sans hésiter, je brandis mon épée et menai les soldats à l'attaque. Après une violente bastonnade collective, j'enfonçai mon épée profondément dans son corps. En retirant l'épée ensanglantée, je portai 2 coups fatals supplémentaires. Le chat sauvage de niveau 2, après de violentes convulsions, finit par s'effondrer dans une mare de sang. Digne. Expérience +10. En entendant la notification du système, je fus rempli de perplexité. C'était un monstre de niveau 2. Pourquoi ne donnait-il que 10 points d'expérience? Ce n'était pas normal. Alors que je réfléchissais, Zanju et un autre guerrier à mes côtés me rapportèrent l'un après l'autre, « Seigneur, j'ai aussi reçu 10 points d'expérience. » En entendant leur rapport, je compris soudain, tous ceux qui avaient attaqué le même monstre se partageaient équitablement l'expérience. Ayant compris le mécanisme de répartition, je m'avançai pour inspecter le butin. Il n'y avait encore que des pièces d'or par terre, mais cette fois, 5 pièces étaient tombées. Il semblait difficile d'obtenir de bonnes choses. Même avec ma chance maximale, cela ne servait à rien. Quant aux autres qui comptaient sur les drops de monstres pour obtenir du matériel de qualité, je ne savais pas à quel point ce serait difficile. Après avoir ramassé les pièces d'or, j'utilisai la collecte sur le cadavre du chat sauvage. Après avoir récolté 4 griffes de chat, le corps du chat sauvage disparut dans les airs. En regardant les matériaux dans mon inventaire, je me plaignis en moi-même, seules ces griffes devaient être utiles. À plusieurs, on n'a plus de courage. Je menais l'équipe plus profondément dans la nature sauvage. Plus nous avancions, plus le nombre et le niveau des monstres augmentaient. Bien qu'ils fussent plus difficiles à affronter, la probabilité de trouver des coffres augmentait considérablement. Je n'étais pas allé loin que j'en trouvais plusieurs autres. J'ouvris d'abord un coffre en bois pour inventorier soigneusement. À l'intérieur, il y avait un grand sac de pain, un peigne, et même un arc et des pantoufles. En voyant ce sac de pain, je trouvais cela amusant. Pas étonnant que quelqu'un ait échangé 3 petits sachets contre 3 de mes canettes d'eau sans sourciller. Notre groupe était nombreux et puissant, donc nous osions explorer profondément. Quant aux solitaires combattants seuls, ils n'osaient pas s'aventurer trop loin. C'était mon avantage absolu. Pour se développer plus vite que les autres, il ne fallait absolument pas reculer. Il fallait se battre de toutes ses forces. Alors que l'équipe avançait, un monstre après l'autre tombait sous les lances. Des coffres en bois cachés étaient également pillés les uns après les autres. Bien que nous ayons récolté pas mal de ressources, les bonnes choses étaient vraiment rares. Cela m'était égal. Pour l'instant, des objets de première nécessité valaient mieux que rien. Je jetai un coup d'œil au panneau. Mon expérience avait atteint 87 points. Il ne me manquait plus qu'un pas pour passer au niveau 1. Je ne savais pas si quelqu'un avait déjà atteint le niveau 1 en premier, ni s'il y avait une récompense céleste pour la première montée de niveau. Mais je savais qu'il était juste de s'efforcer d'améliorer sa force. En soupesant l'arc que je venais de dégainer, je regrettais intérieurement. C'était vraiment un bon équipement, mais malheureusement, je n'avais pas de flèche à utiliser. Je mis ces pensées de côté et continuai à chasser. Après avoir tué 2 monstres sauvages de niveau 2 d'affilée, une lueur dorée m'enveloppa. Enfin, j'atteignis le niveau 1. La notification du système retentit, montée de niveau, j'obtins 10 points de caractéristiques libres et 1 point de compétence extrêmement précieux. Un niveau donnait 10 points de caractéristiques et 1 point de compétence. Ayant compris le mécanisme de récompense, j'étais ravi. Impatient, je m'apprêtais à attribuer mes points. À ce stade, chaque caractéristique était cruciale. Après une brève réflexion, je décidai de les répartir équitablement, ajoutant 2 points à chaque caractéristique. Une autre personne n'aurait sûrement pas augmenté l'esprit. Mais mon talent de niveau maximum nécessitait de l'énergie mentale pour fusionner.
L'esprit était donc une caractéristique obligatoire. Après la répartition, je ressentis clairement une grande amélioration de mes fonctions corporelles. Même mon énergie, mon souffle et mon esprit retrouvèrent instantanément un pic optimal. Ce qui me surprit encore plus, c'est que même la blessure à mon doigt que j'avais accidentellement, la minuscule égratignure causée par l'herbe avait même disparu complètement. Monter de niveau permet donc de restaurer tous les états à leur maximum. Cette découverte m'a stupéfié. Je n'ai pu m'empêcher de penser, et pour ceux qui sont handicapés ou atteints de maladies incurables, pourraient-ils guérir directement après une montée de niveau? Si c'était vraiment le cas, ce mécanisme de progression serait pour eux une véritable renaissance. Après mûre réflexion, j'ai décidé de partager cette hypothèse. Dans le chat national, après une montée de niveau, l'état revient à son apogée. Handicap et maladies incurables pourraient être guéris. Trouvant cela peu rigoureux, j'ai ajouté en tapant, mais ce n'est que ma supposition personnelle. Quant aux détails précis, je n'en sais pas trop non plus. Je pensais que publier ce message n'était pas une mauvaise chose. C'était aussi pour me préparer à d'éventuels ennemis redoutables à l'avenir. Si par malheur je perdais un bras ou une jambe, j'aurais au moins une idée. Dès que le message est sorti, le chat silencieux a instantanément bouillonné. D'innombrables personnes demandaient frénétiquement sur l'écran public. « Grand frère, ce que tu dis est-il vrai ?» Le ton a commencé à déraper. Quelqu'un s'est exclamé, « Les problèmes de dysfonctionnement sont guérissables. » Un autre a demandé, « Mon pote, la montée de niveau peut-elle soigner l'infertilité ?» Un autre a même lancé sur l'écran public, « Alors la maladie de ma mère serait guérissable ?» Devant ces propos absurdes, j'étais extrêmement perplexe. Les véritables malades en phase terminale ne disaient rien, tandis que ces farceurs étaient les plus bruyants. Je vous tire mon chapeau, vraiment. Heureusement que j'avais désactivé les demandes d'amis. Je ne suis pas médecin. Comment saurais-je quelles maladies sont guérissables? Heureusement, peu de temps après, des personnes ayant perdu un membre sont apparues sur l'écran public. Merci, grand frère, pour cette bonne nouvelle. Cela redonne un sens à ma vie. Voir ces messages ravivant l'espoir dans le désespoir m'a profondément ému. J'ai choisi parmi eux un handicapé nommé Vivre avec force et je l'ai ajouté comme ami. En privé, je lui ai dit, je suis celui qui a révélé l'information. L'interlocuteur, tout excité, m'a remercié à plusieurs reprises. Le voyant déclarer qu'il vivrait avec force, que son bras repousse ou non, j'ai ressenti cet optimisme. Je lui ai envoyé solennellement les mots au courage. Après ma montée de niveau, je n'ai pas reçu de récompense du ciel. Il semble que la première montée de niveau n'ait pas de notification système spécial, ni de récompense inattendue. Voyant que la nuit tombait et que c'était extrêmement dangereux, avec ma force actuelle je ne pouvais pas combattre de nuit. J'ai immédiatement emmené les soldats rentrés au repère. De retour sur mon territoire, je me suis précipité vers les champs. Le maïs planté plus tôt était déjà très haut, presque mûr. Auparavant, dans la nature, avec le temps, ma force mentale s'était rétablie. Je n'osais pas la consumer entièrement, j'en avais délibérément gardé une réserve. Car si la force mentale était totalement épuisée, je tomberais dans l'évanouissement. Après avoir récupéré mon état, j'ai recommencé à fusionner le maïs à pleine puissance. Après avoir fusionné toutes les graines en qualité verte, j'ai immédiatement fait signe et ordonné aux soldats de planter ces graines de qualité supérieure. Les graines blanches ne pouvaient certainement pas rivaliser avec la qualité verte. Quant à leurs effets magiques précis, je devrais attendre que le maïs mûrisse pour le voir. Aujourd'hui, je ne manque d'aucune ressource, j'ai même une grande quantité d'eau claire. Mais en regardant autour de mon territoire, il n'y avait aucune mesure de protection. Actuellement, mon territoire ne comptait que 4 bâtiments comme la maison de cristal. Bien qu'il y ait une période de protection pour les débutants de 7 jours, une attaque de monstres surviendrait ensuite. Dommage qu'il n'y ait pas de bâtiment défensif, sinon le territoire serait bien plus sûr. J'ai soupiré intérieurement. J'ai ouvert le canal de discussion pour chercher des idées. Dans le canal, certains avaient vraiment eu de la chance en débloquant des bâtiments de qualité supérieure. Bien que ma chance soit maximale. Le monde ne manque jamais de vénards. Voyant la pierre inutilisée à côté, j'eus une idée lumineuse et ordonnée aux soldats. Vite, utilisez ces pierres pour entourer le cristal. Beaucoup de mains rendent le travail léger. Les soldats transportèrent immédiatement les pierres et encerclèrent complètement le cristal. Ce n'était pas totalement couvert, mais c'était une mesure préventive, pour renforcer la défense. J'avais un urgent besoin d'une grande quantité de pierres. Alors j'ai pris l'initiative d'écrire à une cigarette solitaire et lui ai demandé en plaisantant s'il avait mangé. L'interlocuteur s'est immédiatement plaint, il n'y a pas de nourriture en ce moment. J'ai passé toute la journée à extraire des pierres dures. Là-dessus, j'ai lancé une offre irrésistible, tu veux à manger? Tu peux échanger contre des pierres. En entendant cela, il s'est écrié sans cesse, de la nourriture et des fontaines d'eau médicinale. J'en ai profité pour fixer un prix exorbitant. 10 unités de pierre pour un pain. Après avoir entendu cela, l'autre a failli vomir du sang, retenant ses larmes et m'insultant de marchand noir. J'ai fait semblant d'être gentil en baratinant, regarde, qui vend de la nourriture en ce moment? Je te considère comme un ami, c'est pour ça que je pense à toi en premier. Tout en discutant avec lui, j'ai envoyé un message privé à l'invincible sous le ciel, mon pote, tu veux à manger? L'autre était presque mort de faim. J'ai continué avec le même prix exorbitant, 10 unités de bois. La deuxième fois, on se connaît mieux. Généreusement,
je lui ai accordé une réduction de 10%. L'autre, voulant en profiter, a testé les limites. On est amis, tu peux me faire une réduction de 60%? J'ai rétorqué en riant froidement, et toi, tu as faim en ce moment? Il a dû admettre qu'il avait très faim. C'est bien d'avoir faim. 80%, c'est le dernier prix. Sous ma pression, il n'a eu d'autre choix que de se résigner. Finalement, à un prix ultra bas de 50%. Il a réussi à obtenir du pain et de l'eau délicieux. À ce moment-là, tout en mordant dans le pain sec pour apaiser sa faim, il versait des larmes d'humiliation. Mais il savait que survivre n'était pas facile, il ne devait pas pleurer. Les larmes, c'est aussi de l'eau. S'il les épuisait, il devrait en racheter. Il s'empressa d'essuyer les larmes sur ses joues et échangea le pain contre 6 unités de bois. La nourriture est désormais plus précieuse que les ressources rares. Beaucoup ont souffert de la faim toute la journée. Dans le salon de discussion, tout le monde cherche de la nourriture à prix d'or. En pensant que le maïs dans les champs allait bientôt mûrir et que j'avais de la viande de monstre, je ne manquais pas de nourriture. J'ai donc décidé de mettre le pain en trop sur l'étal. J'ai directement fixé la condition de 10 unités pour un pain. En voyant que c'était encore ce commerçant maléfique de la cité de l'Aube, tout le monde s'est mis à l'insulter dans le canal. Commerçant maléfique, pourquoi ne vas-tu pas piller? Certains suppliaient pour un prix plus bas, et un autre bizarre m'a demandé. Est-ce qu'une poupée gonflable peut s'échanger contre un peu de nourriture? Agacé, j'avais déjà bloqué tous les messages privés. Tian Xiao Shuang et cigarettes regardaient tout le monde s'emporter. Ma bonne humeur initiale s'est soudainement améliorée. Face à la colère générale, j'avais prévu de baisser un peu les prix pour suivre l'opinion. Mais au moment d'ouvrir le panneau d'administration, je suis resté figé. Putain. Il y avait vraiment des pigeons. Les pains de base affichés à des prix exorbitants avaient tous été échangés en un instant. Apparemment, pour remplir leur estomac, ces gens sont prêts à mettre le paquet et à dépenser des ressources sans compter. Dans ce cas, je ne vais pas me gêner avec vous. J'ai directement mis tout le reste de ma nourriture sur l'étagère. Bien sûr, selon la qualité des aliments, j'ai réajusté les ratios d'échange. En voyant les ressources de base dans mon inventaire exploser de façon exponentielle, je n'ai pas pu m'empêcher de rire aux éclats. Maintenant, je peux directement améliorer ma cabane en bois. Ah, en regardant la cabane blanche de base devant moi, la description disait qu'elle pouvait protéger du vent et de la pluie. Mais cet espace d'une dizaine de mètres carrés était vraiment trop petit. Actuellement, j'avais 10 soldats sous mes ordres. Je ne pouvais pas les laisser dormir dehors. De plus, la cabane était remplie de ressources collectées. Après avoir bien pesé le pour et le contre, j'ai pensé qu'il était plus rentable d'améliorer d'abord la cabane. Après tout, avec plus de monde, il faut un logement. Quant au bois pour améliorer la caserne, je pourrais toujours en gagner. De toute façon, l'ordre importe peu. D'autres auront encore besoin de nourriture plus tard. À ce moment-là, je pourrais facilement tirer un peu de laine. Le bois viendra naturellement. Après avoir pris ma décision, j'ai ouvert le canal d'échange. Et j'ai vu quelqu'un qui voulait échanger des constructions contre de la nourriture. J'ai immédiatement ajouté ce type avec la vitesse d'un célibataire de longue date. Il s'appelait J'ai une sucette. J'ai pensé en moi-même, les gens ne peuvent-ils pas choisir des noms sérieux? À peine accepté, il a ouvert la bouche en grand, demandant directement sans pain. J'étais trop paresseux pour discuter, j'ai répondu « Bye bye. Tu me prends pour un boulanger ?» Voyant cela, il a paniqué. En lisant son message de rattrapage, « Chef, ne pars pas. On peut encore négocier un peu. » Face à ce ton si flagorneur, j'ai ri froidement. « Va manger de la terre. Il ne faut pas être comme ça. Ton prix est trop absurde. » Face à ces protestations, j'ai répondu calmement, à ce stade, tout le monde a du mal à survivre. Qui a le temps de construire des maisons? Reconnaissant son tort, il a dû céder et a accepté de marchander avec moi, la mort dans l'âme. Nous, les deux commerçants sans scrupules, avons commencé à nous tirer mutuellement. La scène de négociation ressemblait à un duel au sommet de la montagne Huachan. Lui, avec une technique de l'art de l'épée des tournesols. Moi, avec une impitoyable paume qui dissout les os. Aucun ne voulait céder, chacun cherchait à prendre le dessus. Mais comme il avait désespérément besoin de nourriture pour survivre, il a finalement dû s'incliner, acceptant mes conditions. En échange de 20 pains et 10 cruches d'eau, j'ai réussi à obtenir le plan de la cabane en bois. Après avoir reçu le plan et vérifié les informations, j'ai choisi un terrain vide pour la construction. Avec la consommation rapide des matériaux de base, le plan s'est transformé en une lumière éclatante, puis sur le terrain vide est apparue une cabane en bois identique. En regardant les deux bâtiments de base côte à côte, j'ai caressé mon menton. Puisque mon talent peut fusionner des graines, je me demandais si ces deux cabanes pouvaient fusionner. Pensant cela, j'ai immédiatement activé mon talent pour essayer. Avec la consommation rapide de 5 points d'esprit, les deux cabanes ont commencé à se chevaucher, émettant une lueur verdâtre. Le système a annoncé « fusion réussie ». C'était vraiment possible. La cabane fusionnée avait doublé de taille, paraissant plus solide que le bâtiment blanc. Cependant, la cabane émettant une lueur verdâtre de partout, j'avais l'impression que vivre dedans serait étrange. Comme si j'avais été cocu. J'ai ouvert le panneau de propriété du nouveau bâtiment. Cette cabane verte était vraiment exceptionnelle. Non seulement elle protégeait du vent et de la pluie, mais elle était aussi confortable à habiter. Plein d'espoir, j'ai poussé la porte. Et je suis entré voir. L'espace intérieur était très spacieux, passant directement d'une dizaine de mètres carrés à une trentaine de mètres carrés. Ce n'était pas génial, mais c'était bien mieux qu'avant.
Après avoir construit la cabane, il ne me restait plus assez de bois pour améliorer la caserne. Je devais donc attendre un peu. L'étape suivante était de récolter les poireaux mondiaux. Je suis sorti, j'ai allumé un feu de camp, j'ai sorti la viande de lapin que j'avais collectée. J'ai pris des épices de la cabane, puis j'ai demandé aux soldats de faire griller la viande tout en regardant le canal de discussion. Peu de temps après, la viande de lapin était cuite. J'ai mordu dedans et me suis exclamé que c'est bon. Cette viande était non seulement délicieuse, mais après l'avoir mangée, elle semblait même reconstituer un peu d'énergie. Après avoir bien mangé avec mes soldats, il restait encore beaucoup de viande de lapin dans mon inventaire. En regardant cette viande grillée appétissante, une idée m'est venue à l'esprit. J'ai coupé la viande en petits morceaux. Et je les ai mis en vente sur la plateforme d'échange comme échantillon gratuit. Chaque portion s'échangeait contre 10 unités de bois ou de nourriture, ou s'achetait avec 20 pièces d'or. Mais à peine mis en vente, j'ai été stupéfait de constater que la viande grillée avait été achetée instantanément. C'était trop rapide. Je n'avais même pas eu le temps de faire de la publicité dans le canal. J'ai jeté un coup d'œil au canal national et j'ai vu que personne n'en parlait. Cela m'a amené à faire une hypothèse audacieuse, la plateforme d'échange était très probablement mondiale. Si c'était vraiment le cas. Il n'est donc pas étonnant que j'ai vendu autant d'eau sans jamais satisfaire la demande, tant les gens manquent d'eau et de nourriture dans le monde. Ils sont innombrables. En comprenant cela, je suis ivre de joie et ordonne immédiatement à mes soldats de continuer à griller de la viande en gros. Puisque je n'ai pas à m'inquiéter des ventes, j'augmente directement le prix cette fois-ci. Je mets les nouvelles grillades sur la plateforme. Chaque petite portion s'échange contre 12 unités de ressources de base, et j'attends avec impatience que cette nourriture soit achetée. Je pensais que la hausse des prix affecterait les ventes. Mais en un rien de temps, les grillades sont à nouveau dévalisées. Personne dans le canal national ne semble s'en apercevoir. Ces deux essais confirment pleinement mes soupçons. Face à des acheteurs mondiaux impitoyables, je ne me gêne plus. J'ajuste immédiatement le prix final et suspends résolument le reste des grillades sur le marché. Le prix unitaire monte directement à 15 unités de matériaux. J'observe calmement la réaction de tout le marché. Face à ce prix d'escroc, les riches hésitent enfin. Ce prix scandaleux de 15 unités refroidit enfin la frénésie d'achat. Alors que les ventes de grillades à prix élevés stagnent. Et que le marché ralentit, le canal national, jusque-là silencieux, commence enfin à réagir, bien tardivement. Les gens dans le canal explosent soudainement. Ils fixent les informations du marché et découvrent avec effroi les grillades à prix exorbitants que j'ai mises en vente. En voyant les commentaires qui défilent et m'insultent, un léger sourire se dessine sur mes lèvres. Puisque ma réputation est faite, les prochains échanges seront bien plus faciles. Putain. Mec, t'as encore des grillades à vendre? Idiot, s'il ose vendre, c'est qu'il en a assez pour lui. Dans le canal, tout le monde spécule, 15 unités de matériaux pour une bouchée de viande, trop cher. Gros profiteur. Non seulement dans le canal national, mais aussi dans le canal mondial, les insultes pleuvent. Les étrangers aussi doivent en avoir marre de ce prix exorbitant. Mais je m'en fiche. Si c'est trop cher, n'achetez pas. Je ne vous force pas à payer avec un couteau sous la gorge. Après ce choc des grillades à prix d'or, tout le monde réalise enfin que ce canal d'échange est mondial, avec des milliards de personnes. Mais je me moque de ce qu'ils pensent. Qu'ils aillent griller eux-mêmes s'ils en sont capables. Dans un environnement de survie aussi hostile, ce prix est parfaitement raisonnable. Je jette un œil au canal mondial. Je vois que pas mal d'étrangers ont des ressources en abondance. Ils m'envoient des demandes d'amis, je les accepte une par une. Vous êtes devenus amis avec le seigneur du royaume. Vous êtes devenus amis avec la noblesse, c'est ça? En voyant ces noms de seigneurs étrangers étranges. J'essaie de discuter un peu et découvre qu'ils veulent vraiment échanger des ressources contre de la nourriture. Mais parmi eux, il y en a pas mal. Qui cachent des intentions calculées. Face à ces profiteurs, je les supprime directement et les bloque. En cette période, la nourriture est précieuse. Je n'ai pas de temps à perdre avec eux. Ceux qui veulent vraiment acheter sont les bienvenus. Mais en tant que Chinois, si j'ai de bonnes choses, je donne la priorité à mes compatriotes. C'est ce qu'on appelle, ne pas laisser le profit filer à l'étranger. J'ajoute aussi pas mal de gros acheteurs nationaux. Après de folles négociations, je réussis à échanger de maigres grillades. Contre une montagne de matériaux de base. En voyant ces ressources entassées, j'éclate de rire. C'est à ce moment-là que Zhang San arrive en courant, tout excité, pour annoncer, « Seigneur, le maïs est mûr. » Parfait. En entendant cela, je cours immédiatement vers les champs. En voyant les tiges, plus hautes qu'un homme, chargées de fruits. Je rayonne de joie. Même si je n'ai pas faim, je ne peux m'empêcher d'ordonner. D'en cueillir quelques-uns pour goûter. Je veux voir ce que donne cette qualité verte. Les soldats cueillent rapidement le maïs. Et en profitent pour enfouir les nouvelles graines dans la terre. Je veux comparer la différence de rendement entre les graines blanches et vertes. Pendant ce temps libre, j'active à nouveau mon talent. D'abord, je combine 2 graines vertes pour en obtenir 3 bleues, puis 2 bleues pour en forcer une violette. En consultant les propriétés, je vois que les graines bleues mettent 6 heures à mûrir, tandis que la précieuse graine violette n'en demande que 3. Même si j'ai d'autres graines de fruits et légumes dans mon inventaire, je ne me précipite pas à les planter. Pour l'instant, pour se remplir le ventre, le maïs est ce qu'il y a de plus rentable. Après avoir organisé la plantation de la nouvelle fournée, je prends directement le maïs fraîchement cueilli, je l'embroche sur une branche, sans même l'éplucher, et le mets à griller sur un feu. Au bout d'un moment, un parfum sucré et riche se répand dans l'air. En sentant cette odeur irrésistible,
Je n'arrête pas d'avaler ma salive. Enfin, le maïs est cuit, je mords dedans sans attendre. Pas mal. Bon goût. C'est sucré, moelleux, délicieux. Le maïs de qualité verte est vraiment exceptionnel. En voyant mes soldats manger et boire à leur aise, je consulte le panneau. Et constate que leur loyauté est montée à 80. Plus la loyauté est élevée, moins le risque de trahison est grand. Cela me réjouit profondément. Après avoir mangé et bu, je commence à réfléchir. À l'idée de gagner de l'argent en vendant du maïs grillé. La journée a été trop chargée pour griller. Je dois en profiter ce soir pour préparer beaucoup de feu, car demain, quand les autres auront leur récolte, je ne pourrai plus vendre aussi cher. J'ordonne immédiatement à mes soldats d'allumer plus de feu et de griller à plein régime. Suivant le principe de ne pas laisser le profit filer à l'étranger, j'annonce directement dans le canal national. Maïs grillé tout juste sorti du feu, parfumé et sucré. Ceux qui en veulent, envoyez-moi un message privé avec votre offre. Dès que le message paraît, le silence du salon de discussion explose. Encore toi, Aube, les cultures de tout le monde mettent 24 heures à pousser. D'où tiens-tu ça? Face aux accusations, je ne prends pas la peine d'expliquer. Chef, est-ce que le minerai d'argent peut s'échanger? Un bol cassé? Échange contre un couteau de cuisine? Devant ces offres variées, je commence à filtrer. Je marchande un par un en hurlant, échangeant un épi de maïs coupé en morceaux équivalents. Même si tout le monde maudit intérieurement. Ils n'ont d'autre choix que de serrer les dents et d'accepter. Certains me contactent même en privé pour demander du pain et de la viande grillée. Le pain est presque épuisé, je ne vends donc pas. Quant à la viande grillée et au maïs, il y aura d'autres occasions. Avec une transaction plus facile à conclure, je compte sur ce dîner tardif. Pour récolter à nouveau d'innombrables matériaux auprès des nombreux seigneurs. Le temps file, il est déjà 11 heures du soir. Mais je n'ai aucune envie de dormir. En cette période de crise, accumuler une ressource de plus en début de partie, c'est une carte supplémentaire en main. Ce n'est qu'après avoir échangé le dernier morceau de maïs que j'annonce la fin dans le canal et range mon paquet. Les ingrédients suffisent à entourer le cristal de 5 larges cercles. Avec ces 5 murailles, même si les monstres attaquent la ville, ils ne pourront pas les briser rapidement. Actuellement, tous les bâtiments du territoire peuvent être améliorés. Je n'ai jamais entendu parler de ces trucs, donc je les ignore pour l'instant. Pour le moment, j'ai assez de ressources de base, je dois les transformer rapidement en puissance de combat. Je tourne mon regard vers la caserne voisine. Après avoir dépensé 200 pièces d'or et du bois, la caserne passe au niveau 2, et la limite d'invocation passe à 20. Voyant qu'il reste encore des matériaux dans le paquet, je serre les dents et continue d'améliorer. 300 pièces d'or et du bois sont déduits. La caserne monte sans problème au niveau 3. Une fois la caserne améliorée, je tourne immédiatement mon regard vers la cabane en bois. Et s'il pleut à verse au milieu de la nuit, je ne peux pas laisser les soldats dormir dehors sous la pluie. Avec la déduction rapide de 500 pièces d'or et de bois. La cabane passe au niveau 3. Maintenant, sa superficie dépasse les 100 mètres carrés. Je suis très satisfait de cet espace spacieux. Plus tôt, j'ai échangé des matériaux pour une table et des chaises, et même 4 lits en bois avec des couvertures confortables. En plus des oreillers, des couvertures et d'autres articles de tous les jours, tout est là. Dans ce champ sauvage plein de dangers, ce soir, je vais enfin pouvoir dormir un bon sommeil réparateur. Je jette un coup d'œil à l'heure, il est 1 heure du matin. Je demande à l'un des soldats de rester de garde. Puis j'envoie les 9 autres, fatigués, se coucher dans la cabane. Même si rester près du feu de camp n'était pas désagréable, une fois loin du feu, le vent froid souffle. Et le froid pénétrant donne immédiatement envie de frissonner. Le temps de cette nuit est effectivement un peu frais. Il faut savoir que je suis maintenant un seigneur de niveau 1. Avec ma constitution, j'ai ressenti un peu de froid. Si moi je le ressens. On peut imaginer à quel point les seigneurs non améliorés dehors doivent souffrir dans le vent froid de la nuit. Cette chute brutale de température montre aussi l'importance d'une cabane en bois qui protège du vent et de la pluie. Actuellement, la cabane a 3 pièces. En tant que seigneur, je prends naturellement une chambre pour moi seul. Les 2 autres sont pour les soldats. 10 hommes entassés ensemble, ça va encore. Mais demain, quand j'invoquerai de nouveaux soldats, la pièce deviendra bondée. Il semble que pour se développer, il faudra continuer à collecter des matériaux, sans couleur ni type. Allongé sur le lit, j'ouvre le salon de discussion. L'écran public est rempli de cris désespérés. Putain, je pensais pas qu'il ferait si froid. Qui peut être gentil et vendre? J'ai une couverture, se plaint quelqu'un allongé sur le sol froid. Je n'arrive pas à dormir, une fille pleure en suppliant un oncle de lui donner une couverture. Une dame jure. Envoie un message furieux pour échanger des serviettes hygiéniques. Beaucoup de gens pleurent à chaudes larmes, regrettant, si j'avais su qu'il ferait si froid. Je n'aurais pas échangé ma couverture contre de l'eau pendant la journée. En voyant ces messages de désespoir, je souris. Il fait froid. Pour moi, ça n'existe pas. Je suis maintenant allongé sur un oreiller moelleux. Recouvert d'une épaisse couverture en coton. Inutile de dire à quel point c'est confortable. Voyant autant de gens en manque de couverture, je ne peux m'empêcher de rire doucement. Tout cela grâce à ma prévoyance. J'ai échangé beaucoup de matériel de protection contre le froid à l'avance. Maintenant que la nuit froide est là, les matériaux que j'ai stockés servent à nouveau à grande chose. C'est à ce moment-là que la vieille fée des neiges m'envoie un message privé pour demander si j'ai ce truc. Sur le moment, je ne comprends pas, je réponds que je n'ai échangé que des slips pour hommes, pas pour femmes. Elle est évidemment gênée, et se dépêche d'expliquer, c'est la serviette hygiénique.
En voyant la réponse, je reste sans voix. Cette femme vient me demander d'acheter un truc aussi intime. Elle me prend vraiment pour le seigneur. Qui tient un supermarché dans ce monde? Mais je me lève quand même pour fouiller le tas de bric-à-brac. En voyant un grand sac de « 7e espace », je suis aussi surpris. J'avais oublié quand j'avais récupéré ça. Je réponds tout de suite « oui, j'en ai ». En entendant ça, elle propose immédiatement une condition. J'ai de la terre pour améliorer les champs. Tu sais sûrement sa valeur. En entendant ça, mes yeux s'illuminent. Plus tard, avec l'explosion de la population, les champs seront cruciaux. Je connais bien la très grande valeur de ce truc. Actuellement, elle est la seule à en avoir sur tout le réseau. Je vais devoir en acheter souvent. Je tape immédiatement pour demander. Comment elle veut échanger? Là, vieille fée, ouvre grand la bouche, 2 parts de terre pour un paquet. Je négocie fermement pour 5 parts. Elle reste catégorique, non, c'est trop. La terre est très difficile à collecter. On fait chacun un compromis, on s'accroche à 3 parts, pas une de plus. Après une brève réflexion, je trouve cet échange extrêmement avantageux. De toute façon, ce truc ne me sert à rien. L'utiliser pour améliorer les champs et cultiver de la nourriture, c'est un gain sûr. Je réponds immédiatement, d'accord. Ensuite, je tape pour demander, combien de parts de terre as-tu en ce moment? Elle répond, impuissante. Pour l'instant, je ne peux échanger que 10 paquets avec toi. D'accord, je détache directement 10 paquets du grand sac. Ce grand paquet contient 24 sachets, je pourrais faire du commerce à long terme et stable avec lui la prochaine fois. Après être parvenu à un accord, j'ai commencé à échanger des fournitures avec la vieille dame de la montagne céleste. Une fois le sol obtenu, je me suis immédiatement précipité dehors, je me suis rendu devant les champs et j'ai cliqué sur l'option d'amélioration. Avec la consommation rapide de pièces d'or et de 50 unités de terre spéciale, j'ai amélioré les champs de 2 niveaux d'un coup. En voyant le panneau des champs passer au niveau 3, j'étais très satisfait. C'était une terre de premier choix qui pouvait être utilisée pour cultiver en grande quantité toutes sortes de cultures précieuses. Après que les champs aient été améliorés au niveau 3, la surface s'est agrandie, dégageant directement 2 parcelles vides. Cela signifiait que je pourrais planter encore plus d'arbres fruitiers et de cultures. J'ai vite appelé Zani, chargé de la veille nocturne, et le greffier, et nous nous sommes affairés dans les parcelles vides toute la nuit. Nous avons commencé une nouvelle vague de culture effrénée et passionnée. Cette fois, j'ai spécialement choisi des pommes de terre et des patates douces, car ces 2 aliments sont très rassasiants. Et le rendement global après maturation est également assez élevé. Parmi ces graines, il y avait aussi des graines de qualité verte fusionnées. Je voulais surtout voir où se situaient exactement les différences entre haute et basse qualité. Après avoir acheté les graines, j'ai spécialement demandé à Zani de surveiller attentivement la période de maturation des cultures. Dès qu'elles seront mûres, il faudra les récolter immédiatement, puis les replanter. Après avoir donné toutes les instructions méticuleusement, j'ai traîné mon corps un peu fatigué et suis retourné dans la chambre chaude pour me reposer tranquillement. Le lendemain matin, je me suis levé tôt et j'ai sorti de mon sac des articles de toilette abondants. Que ce soit du dentifrice, une brosse à dents ou une serviette, j'avais pas mal de réserves. J'avais même préparé une bassine pour me laver le visage. Après une toilette rafraîchissante, cette cruelle survie en fin du monde s'est transformée pour moi en des vacances tranquilles. Après m'être lavé, j'ai dit à Zani, qui avait veillé toute la nuit, de rentrer vite se reposer et dormir. Après tout, monter la garde dans le vent froid est une tâche très éprouvante. Les autres soldats avaient déjà allumé un feu, faisant grésiller du maïs frais et délicieux et de la viande, attendant que moi, le seigneur, me lève pour manger avec eux. En voyant leur air dynamique, j'ai jeté un coup d'œil au panneau système et j'ai découvert que la loyauté de ces soldats, une fois atteint 80, était difficile à augmenter. Pour continuer à monter, c'était devenu extrêmement lent. En petit déjeunant, j'ai ouvert le salon de discussion. J'ai remarqué que le nombre de réfugiés suppliant pour de la nourriture et souffrant de la faim avait un peu diminué. Après tout, une journée entière s'était écoulée, et les premières cultures plantées par la majorité des seigneurs avaient mûri. Cela avait enfin soulagé la crise mortelle de pénurie de nourriture. J'ai fermé la plateforme et je me suis rendu dans la zone des champs. J'ai tout de suite vu, dans le panier, les cultures exceptionnelles. C'étaient celles que les soldats de garde venaient de cueillir et de récolter. Parmi ces cultures, surtout ces quelques épis de maïs de qualité extrême, émettant une faible lueur violette, étaient extrêmement voyants. Cela m'a immédiatement fait sursauter le cœur. Je me suis vite saisi d'un épi de maïs violet pour l'examiner attentivement. En regardant, ce n'était pas grave. J'ai découvert que le rendement final de ce maïs violet était étonnamment énorme. Rien que la récolte d'un seul plant était plusieurs fois supérieure à celle du maïs de qualité bleue. Ce taux de retour sur investissement ultra élevé m'a laissé sans voix. Cela a bien confirmé ma supposition, plus la qualité des graines est élevée, plus le rendement des fruits après maturation est aussi plusieurs fois supérieur à celui des graines de basse qualité. Après la surprise, j'ai fait apparaître le panneau des attributs. Malheureusement, à part ce rendement ultra élevé, ce maïs violet de qualité extrême n'avait aucun attribut supplémentaire. Il ne pouvait servir qu'à calmer la faim comme de la nourriture ordinaire. Ce grand contraste psychologique a rendu mon excitation initiale un peu déçue. Mais en y réfléchissant bien, pouvoir résoudre complètement le problème alimentaire futur du domaine peut tout de même être considéré comme un grand exploit. J'ai dissipé ma légère frustration intérieure, tout en attrapant quelques grains du panier. Les épis de maïs violet les plus pleins,
Je les ai tendus aux soldats qui allumaient le feu à côté de moi. Allez, faites-en griller quelques-uns tout de suite sur le feu. J'ai donné l'ordre en agitant la main, mes yeux pleins d'une vive attente pour cette nouvelle nourriture. Après tout, c'était la plus haute qualité violette que j'avais synthétisée moi-même en dépensant de l'énergie mentale. Aujourd'hui, je devais absolument goûter moi-même à son goût exquis. Ensuite, j'ai ordonné aux soldats d'éplucher ce maïs et de le suspendre pour le faire sécher, parce que ces graines étaient directement plantées à partir de grains de maïs séchés. En regardant le maïs, je me disais en moi-même, si je parviens à en synthétiser de qualité dorée. Je me demande s'il y aura des bonus spéciaux. Cela me rend vraiment très impatient. Maintenant que j'ai une base violette, je pourrai sûrement synthétiser de la qualité dorée à l'avenir. Je me demande juste combien de grades d'or il y a, et si cela ne servira qu'à remplir l'estomac. Pendant que je réfléchissais, une odeur riche de maïs s'élevait du feu. Rien que cette odeur alléchante était bien plus puissante que celle du maïs de qualité verte. Sentant l'odeur, je n'ai pas pu résister, j'ai épluché et mordu dedans. Quel délice terrestre! Cette texture exceptionnelle surpassait de loin celle de la qualité verte. Après avoir avalé, une idée m'a traversé l'esprit, j'ai saisi résolument 2 épis de maïs violet pour les fusionner. Avec un éclat de lumière dorée pâle, un nouveau maïs est apparu dans mes mains. En voyant cette qualité dorée éclatante, j'ai ouvert le panneau des attributs, qui affichait clairement, après consommation, pendant 4 heures. L'endurance est doublée et la sensation de faim complètement éliminée. Il y avait effectivement des attributs supplémentaires. Cet effet puissant m'a pleinement satisfait. Après l'avoir donné aux soldats, je suis retourné essayer de fusionner d'autres types de nouvelles graines. Malheureusement, mon énergie mentale était trop faible. Je ne pouvais pas produire de graines dorées. Bien que tout le monde ne manque plus de nourriture maintenant, il y a encore beaucoup de gens qui manquent cruellement d'eau à ce stade. Les autres, en voyant la guerre, pensent qu'il manquera de nourriture, en stocker un peu plus est toujours sûr. J'ai ouvert le panneau. Je décidai donc de convoquer les 20 soldats restants, tous d'un coup, tandis que des lueurs scintillaient. L'effectif passa instantanément à 30 hommes. Cela représentait 3000 pièces d'or, pour tout autre seigneur. Une telle fortune aurait été inimaginable. Malgré ces dépenses somptuaires, il me restait encore plus de 1000 pièces d'or. Je dégainai mon épée et criai, en route, emmenant cette immense troupe directement vers l'extérieur pour amasser frénétiquement des richesses. Nous n'avions pas fait beaucoup de chemin hors du territoire que nous tombâmes nez à nez avec une horde de monstres sauvages aux griffes acérées. En y regardant de plus près, ce n'étaient que des faiblards de niveau 0 ou 1. Rien de plus. Je riquai froidement. Face au flot d'acier des 30 hommes derrière moi, ces faibles créatures n'étaient pas à la hauteur. Elles furent instantanément anéanties. En progressant plus loin, le nombre de monstres était plusieurs fois supérieur à celui d'hier. Même des monstres de niveau 1 apparaissaient fréquemment. Les gérer restait facile pour nous, mais pour tout autre seigneur solitaire. Face à une marée de bêtes d'une telle ampleur, il aurait sans doute subi un sort funeste. Le danger à l'extérieur augmentait radicalement. À ce stade, les armes me faisaient cruellement défaut, mais je n'y pouvais rien. Je dus d'abord assigner un soldat à l'abattage d'arbres. Puis envoyer quelques autres couper du bambou pour remplir d'eau. Les assoiffés affluaient sans interruption. Une occasion en or de s'enrichir follement, que je ne comptais évidemment pas laisser passer. J'ouvris distraitement le canal des échanges, balayai la liste, mais ne vis toujours aucune arme correspondante en vente. Le front couvert de sueur, je dus me résigner à laisser les soldats tailler des bambous en pointe pour faire office d'arme de fortune. Alors que je m'inquiétais, Papillon m'envoya un message privé, « Grand frère, as-tu encore de l'eau à vendre ?» « Oui, répondis-je avec enthousiasme depuis ma nouvelle alliance. Un nouveau jour commençait. Tout le monde avait récolté des vivres, mais sans contenant pour l'eau, même en ayant un lac sous la main. Il devait docilement m'acheter de l'eau. Devant les seigneurs à la bourse bien garnie, je profitais de l'occasion pour les saigner à blanc une fois de plus. Avec suffisamment de main-d'œuvre, l'efficacité du remplissage des bambous monta en flèche. Jusqu'à ce qu'un étranger me contacte en privé. Prêt à échanger une hache de débutant contre 50 cruches d'eau claire. Il était même prêt à céder une arme. C'était vraiment fort. Je n'allais évidemment pas dépenser 50 cruches d'eau pour me faire avoir. Après une négociation acharnée et délirante, je conclus finalement l'affaire au prix dérisoire de 20 cruches d'eau. Ayant goûté à ce succès, je mis les bouchées doubles. Je découvris que ces étrangers étaient extrêmement généreux, et j'échangeai successivement une épée de débutant, des bottes et divers autres objets. Devant l'immensité du lac limpide qui s'étendait sous mes yeux, un large sourire fendit mon visage. Avec une si faible consommation, je ne craignais absolument pas de tarir la source. Après avoir bien profité de cette aubaine, je laissai 2 hommes continuer à couper du bambou, tandis que les autres, serrant leurs lances de bambou, me suivirent en masse pour défricher les fougères. « Seigneur, il y a des coffres, ici aussi !» En entendant les appels successifs de mes hommes, je fus d'abord surpris. Ce n'est pas hier que cet endroit a été ratissé. J'ouvris le salon de discussion. L'un avait sorti un seau, mais pas de lac. Le canal était rempli à la fois de vantardises et d'avertissements effrayés. Non seulement les coffres réapparaissaient, mais les monstres sauvages aussi se multipliaient. Mes amis ont dû tous se faire tuer. En voyant ce message sur le seau, je contactai immédiatement le vendeur. Au prix de 10 cruches d'eau claire, j'obtins sans difficulté cet objet divin, avec un contenant parfait.
J'ordonnai aussitôt à un soldat de rapporter de l'eau pour arroser les champs. Avec un arrosage abondant, le temps de maturation des récoltes serait considérablement raccourci. Tant que personne n'aurait construit de caserne pour exploser sa population, ce commerce d'eau que je détenais en exclusivité continuerait à me maintenir solidement en selle. C'était un véritable pactole. Après avoir nettoyé la périphérie, je fis former des équipes de 2 ou 3 soldats pour éliminer les monstres isolés environnants. Quant aux coffres glanés en chemin, je me réservais leur ouverture. Grâce à ma chance maximale, j'étais toujours capable d'en sortir des objets de premier choix. En regardant au loin, le nombre de monstres sauvages dans un rayon d'1 kilomètre autour du territoire restait encore assez faible. Ce n'est qu'en franchissant cette ligne de sécurité que la véritable marée de bêtes se dévoilait. Après avoir ouvert plusieurs coffres en bois, je dénichai effectivement une hache et une pioche en fer. La chance était vraiment avec moi, soufflai-je intérieurement. Puis je m'empressai d'envoyer un soldat pour rapporter ses ressources au territoire, en lui ordonnant aussi d'aller couper du bois. À ce stade, le bois restait la ressource la plus cruciale. Quant à la pioche en fer, elle ne servait qu'à miner, mais il n'y avait pas la moindre montagne dans les environs. Donc impossible de l'exploiter. Impossible de miner, certes, mais j'avais quand même récupéré un peu d'argent et d'or hier. Seulement, je ne savais pas si cet or pouvait être fondu en pièces utilisables. En faisant rouler l'or extrait entre mes doigts, je secouai la tête, songeur. L'utiliser directement comme monnaie d'échange était presque impossible. Son usage devait être limité à la fabrication d'équipements de haut niveau. Quant aux détails précis, il faudrait les découvrir progressivement plus tard. Reprenant mes esprits, je continuai d'avancer. Fort de notre nombre, nous tuions les monstres avec une efficacité redoutable. De plus, étant né dans une famille d'arts martiaux, ma technique de lance héritée était d'une maîtrise exceptionnelle. Bien que je n'ai pas encore déniché de lance, je m'étais aussi entraîné à l'épée et au sabre, mais c'était bien moins efficace que mon art de la lance. Ma technique de lance était à la fois rapide et précise. Autrefois, enfermé chez moi à m'entraîner dur, j'avais peu d'expérience du combat réel. Maintenant, les monstres me servaient de cobayes. Pour compenser mon manque d'expérience au combat, j'ai utilisé ces monstres comme partenaires d'entraînement. Avec mon agilité exceptionnelle, abattre seul un chat sauvage de niveau 2 n'était pas un problème. Non seulement le massacre était jouissif, mais l'expérience gagnée en tuant des ennemis de niveau supérieur était également très riche. En tuant un chat sauvage de niveau 2, j'obtenais 30 points d'expérience. Mais le nombre de monstres ici dépassait de loin ce que j'osais affronter hier. Je devais donc les éliminer un par un. Après avoir abattu plusieurs monstres, une lumière blanche éclatante m'a enveloppé, et la voix froide du système a annoncé que j'étais passé au niveau 2. Après la montée de niveau, j'ai obtenu 10 points de caractéristiques libres et 1 point de compétence. Sans hésiter, j'ai rouvert le panneau pour les attribuer. Suivant mon approche prudente, j'ai réparti les 10 points uniformément entre toutes les caractéristiques. Après avoir ajouté les points, j'ai ressenti à nouveau une vague de puissance. En regardant autour de moi, les monstres étaient aussi nombreux que les poils sur un animal. Il y avait des chats, des poulets, des lapins, des rats, tous de niveau 1 ou 2. Pour l'instant, aucun monstre de niveau 3 n'était visible. Avec ma force considérablement accrue, tuer un monstre de niveau 2 était un jeu d'enfant. D'un coup d'épée, je les éliminais facilement. C'était aussi simple que de couper des légumes. Alors que les petits monstres tombaient les uns après les autres, le système annonçait un gain d'expérience de 20. En voyant ce faible gain, je n'avais aucune raison de me réjouir secrètement, il manquait carrément 10 points. Il semblait qu'après avoir atteint le niveau 2, tuer des monstres de même niveau réduisait de moitié l'expérience gagnée. Et ces monstres étaient vraiment radins. À part des pièces d'or, ils ne donnaient rien d'autre. Aucun équipement n'était jamais tombé. Le taux de butin était bien inférieur à celui des coffres. Je soupçonnais même sérieusement que leur système était conçu pour ne jamais faire tomber d'équipement, et que pour obtenir des objets rares, il fallait compter sur les coffres. Mais les coffres ne donnaient pas d'expérience. Quel casse-tête! Après avoir râlé, quelques faibles monstres de niveau 1 venaient d'apparaître, et je les ai aussitôt abattus sans pitié. En voyant les notifications du système, j'ai secoué la tête, impuissant. Apparemment, tuer des monstres de bas niveau réduisait aussi l'expérience de moitié. Pour monter rapidement en niveau, il fallait encore une fois tuer des monstres de niveau supérieur. J'ai balayé le panneau du regard et constaté que mes soldats étaient proches de monter de niveau. Eux aussi. Profitant de l'abondance de monstres dans les parages, je me suis immédiatement retourné pour donner un ordre. Que tout le monde rassemble les cadavres de tous les monstres tués en un seul endroit. En voyant cet amas de corps, j'ai utilisé sans hésiter la technique de collecte à outrance. Tout cela était des matériaux de valeur, que je pourrais échanger pour faire un bon profit. Après avoir récolté les ressources, j'ai mené l'équipe plus loin. Soudain, les buissons bougèrent. Un poulet sauvage étrange, 2 fois plus gros que la normale, surgit pour bloquer le chemin. En ouvrant le panneau, je fus stupéfait. C'était un chef d'élite blanc de niveau 2. Non seulement il avait le statut d'élite, mais en plus, contre toute attente, en lisant la description, je fus très perplexe. Putain de poulet de combat. Ce monstre était extrêmement féroce. En me voyant, il poussa un cri puissant et battit violemment des ailes pour passer à l'attaque. Face à cette situation, je ne paniquais pas. Je restais sur place, serrant fermement mon arme, le regard fixé sur lui. Je le provoquai froidement du regard, viens si tu l'oses. La bête sembla comprendre la provocation. S'élança en l'air, tendit son bec acéré et me donna un coup violent.
Son bec pointu, sous la lumière du soleil, brillait d'un éclat glacial. Mes yeux s'étrécirent, mais au lieu de reculer, je me déportai rapidement sur le côté, esquivant parfaitement cette attaque mortelle à la dernière seconde. Au moment de l'esquive, au lieu de reculer, j'avançai, soulevai mon arme et frappai rapidement. Un bruit sourd retentit. Et l'énorme chef poulet s'effondra au sol. La lumière blanche éclatante disparut, mais je n'y prêtai pas attention. Car la notification du système qui résonna à mes oreilles me plongea instantanément dans une joie intense. Le système annonçait, plus 50 d'expérience. Plus 2 de réputation. L'expérience du chef était vraiment généreuse, et en plus il y avait une récompense supplémentaire de réputation rare et précieuse. Cette fois, j'avais fait un énorme bénéfice. En jetant un coup d'œil au butin, le tas de pièces d'or contenait au moins 20 pièces. Je ne pus m'empêcher de m'exclamer, ce chef était bien plus généreux que les petits monstres. Oh, enfin un bon objet est tombé. En voyant un livre posé tranquillement par terre, je montrai une expression joyeuse. Je m'apprêtais à m'avancer pour le ramasser. Mais au moment où je fis un pas, le ciel changea brusquement. Une annonce céleste, froide et imposante, résonna soudainement, récompense pour le premier meurtre d'un boss blanc, 10 points de caractéristiques et de réputation pour l'aube. Mon cœur sursauta. Je n'aurais jamais imaginé que le premier meurtre apporterait une récompense si généreuse. Recevoir 10 points de caractéristiques gratuitement me remplit de joie. Ces 10 points supplémentaires, en ce début de partie, représentaient un avantage de combat colossal et inimaginable. J'étais loin devant. Après avoir rapidement attribué les points, toutes mes caractéristiques de base grimpèrent à 16. Mais la chance et le talent ne pouvaient être augmentés par des points ordinaires. Je verrai plus tard comment améliorer la chance et le talent. Réprimant mes doutes, je me baissai pour ramasser le livre. Couvert de taches de sang. Après avoir secoué la poussière et regardé attentivement le panneau de caractéristiques, je ne pus m'empêcher de m'exclamer sur place, c'était un livre de compétences de combat extrêmement rare. Il s'agissait d'un coup puissant de qualité blanche. Bien que de bas niveau, le panneau indiquait clairement qu'il infligeait 10% de dégâts supplémentaires. Même si c'était de qualité blanche, pouvoir infliger 10% de dégâts supplémentaires, avec plusieurs compétences à mon actif, me rendrait certainement plus fort. J'ai cliqué sans hésiter pour apprendre la compétence, et j'ai vu la nouvelle compétence de combat s'ajouter au panneau. Je réalise soudain que ces précieux points de compétence servent en fait à améliorer les compétences de combat. Ayant en main de précieux points de compétence, je n'ose pas agir à la légère. Il faut utiliser le bon acier sur la lame. Je lance la technique de cueillette sur le cadavre du poulet. En plus des plumées de la crête du poulet, j'ai réussi à dénicher par surprise une pierre d'or de premier ordre qui scintille faiblement. C'est donc une pierre d'or. Je serre la pierre dans ma main et comprends enfin que c'est le matériau nécessaire pour améliorer le cristal central du territoire. Il faut absolument tuer un boss pour en obtenir. Maintenant que j'ai identifié la source du matériau, je n'aurai plus à chercher au hasard. De bonne humeur, j'ouvre la salle de discussion animée. Dès que l'écran s'allume, il est rempli de messages. Des critiques, des lamentations et des adorations envers ma ville de l'Aube. Tout le monde défile en criant « Waouh ! Encore ce type, Seigneur de l'Aube, t'es trop fort, ta famille est au courant ?» Face à l'écran rempli d'acide et de choc, d'innombrables personnes me supplient à genoux de les prendre comme disciples. Mes compatriotes, eux, applaudissent tous. Bien joué, tant que ce n'est pas un seigneur étranger. Ces types la veulent notre perte. Certains plus lucides demandent avec curiosité, à part la récompense du ciel, quel butin le boss a-t-il lâché? Je regarde le défilé des messages sans rien dire. Je vois les félicitations de mes amis, mais j'ignore les questions posées dans le groupe. Je réponds directement à tout le monde, merci pour les félicitations. Travaillons dur ensemble désormais. Cette phrase sans queue ni tête laisse perplexe ceux qui n'ont pas encore envoyé leurs vœux, les poussant à penser que s'ils ne suivent pas le mouvement, ils auraient l'air de ne pas être de bons camarades. Alors, la liste est instantanément inondée par les mots félicitations. Face à cet ordre inversé bizarre, je suis consterné. On dirait que je vais avoir un enfant. Ignorant tous ces messages en désordre, je continue d'avancer avec l'équipe. Peu après, une nouvelle grande découverte s'offre à nous. Devant nous, dans le territoire, de nombreux coffres sont éparpillés. Mais le problème, c'est qu'à côté de chaque coffre, un monstre monte la garde. En regardant de plus près, ce sont tous de nouveaux monstres. J'ouvre immédiatement le panneau d'information. Il y est clairement écrit. Chien errant mutant de qualité verte, niveau 3. Description de la compétence, tu veux le coffre? Je te mords à mort. Ouah, ces monstres verts ne sont pas forcément très forts, mais leur seule posture annonce un combat difficile. Mais pour ces coffres alléchants, je veux non seulement m'emparer du trésor, mais aussi tuer les chiens errants. Après observation, chaque coffre n'a que peu de gardiens, environ 3 à 5 chiens errants. En affronter un seul ne me pose pas de problème, mais j'ai peur que ces bestioles ne respectent pas les règles et m'attaquent tous en même temps. Heureusement, pas mal de mes soldats ont déjà atteint le niveau 1 sans difficulté. Les faire combattre directement les chiens errants ne devrait pas poser problème. Je choisis donc le point avec le moins de monstres et rassemble une dizaine de soldats pour me préparer. En utilisant la grande portée des lances en bambou, on peut parfaitement les contenir. Par mesure de sécurité, je veux essayer d'attirer un seul chien. Je ramasse une pierre à mes pieds et la lance directement vers la meute. Mais dès que la pierre touche le sol, les 3 chiens errants sont instantanément provoqués. Boum, 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 boum. Ils aboient férocement et se précipitent tous vers moi. Waouh! C'était quoi ces monstres, déjà?
Face à la meute qui charge, je suis très contrarié. On dirait que j'ai un talent pour attirer les monstres. J'en attire 3 d'un coup. La situation dégénère. Je pousse alors un grand cri, tout le monde, préparez-vous au combat. La vitesse de course de ces chiens errants de niveau 3 est vraiment trop rapide. Ils sont aussi rapides que des guépards. Ce sont des monstres mutants, pas des chiens domestiques. Leur puissance de combat n'est donc pas faible. Je me reprends immédiatement pour faire face à ces chiens errants. Ils sont bien plus féroces que les loups sauvages de la forêt. J'ai même l'impression que ces 3 chiens errants de qualité verte pourraient affronter un tigre féroce. Je fais vite utiliser l'avantage des arbres à mes soldats, je les dirige pour tourner en rond autour des chiens. Ainsi, ils esquivent au mieux les griffes et crocs acérés des monstres. Les techniques de combat que je leur ai apprises auparavant trouvent maintenant parfaitement leur utilité. Ces techniques ont besoin d'être mises en pratique au combat. Ce qu'ils pourront en retenir dépend de leur destin. Tout le monde utilise les arbres comme couverture pour esquiver. Les 3 chiens errants bondissent rapidement. À ce moment, toutes mes caractéristiques ont atteint le standard du niveau 3. Ajouté à mes années d'entraînement aux arts martiaux, je peux garder mon sang-froid face à un tel danger. Je prévois avec précision les mouvements de morsure de ce chien errant. Quand il se jette sur moi, mon regard se durcit et je me décale rapidement sur le côté. J'esquive ce coup fatal de justesse. Une fois stable, je prends de la distance entre moi et le chien, commençant à nous observer de près. Le chien ouvre sa gueule acérée. Il montre les dents en grognant vers moi. Un grondement sourd et continu sort de sa gueule, ses yeux fixent les miens d'un regard extrêmement féroce. Ensuite, cette bête lance la première une attaque violente. Le voyant mordre à une vitesse fulgurante. Mon corps esquive agilement sur le côté, et en profitant de l'élan, je lève mon arme haut et l'abat violemment sur le chien. La lame déchire la chair. Une profonde entaille apparaît instantanément sur le corps du chien. Il pousse aussitôt un cri de douleur. Du sang suinte de son pelage. Je lève à nouveau mon arme, le fixant en une confrontation silencieuse. Sans oser la moindre distraction, la force de ce monstre vert est bien supérieure à celle d'un humain ordinaire. J'ai aussi profondément réalisé que ce monstre mutant de qualité verte est bien plus féroce que les blancs. Un homme ordinaire y laisserait définitivement sa vie. Du regard, je balaie l'autre côté, une douzaine de soldats luttent à mort contre 2 chiens errants. Ils exploitent l'avantage des longues perches de bambou pour maintenir la distance, empêchant les chiens de s'approcher. Pour l'instant, il n'y a pas de danger mortel, mais la situation reste tendue et nécessite prudence. Je détourne le regard, puis me concentre entièrement sur mon adversaire, sans certitude absolue. Je n'attaque jamais à la légère. Je fixe intensément pour trouver une faille, un autre aurait déjà eu peur. Mais moi, en tant que pratiquant d'arts martiaux, j'ai une excellente base pour me soutenir, c'est mon avantage absolu. L'homme et le chien se font face longtemps, jusqu'à ce que le chien errant, n'y tenant plus, attaque le premier. Il ouvre une gueule immense et fonce pour me mordre violemment. Une lueur brille dans mes yeux, je saisis l'occasion, mon poignet se tend soudainement. La longue perche, telle la langue d'un serpent venimeux, s'enfonce avec une précision parfaite dans la gueule du chien. Je l'enfonce de force le plus profond possible, puis me retire rapidement, avant de sortir une pointe de bambou aiguisée préparée. Visant le chien à terre, je le frappe sans pitié de coups répétés, alors que 60 points d'expérience s'ajoutent à mon compte. Le chien cesse enfin de se débattre. Je me précipite vers l'autre champ de bataille, et avec la longue perche. Je lance une attaque mortelle sur l'un des chiens, fort de mes talents exceptionnels. En technique de lance, je frappe violemment avec le bambou, d'un geste rapide et puissant. D'une efficacité redoutable. Mais qui c'est ce qui prend ce chien? Soudain, il se retourne bizarrement en plein vol. Et avec un bruit sourd, mon coup chargé s'enfonce directement dans son flanc. Un cri strident déchire le ciel, le visage du chien devient instantanément noir. Devant cette scène grotesque, je reste sans voix, ce n'était vraiment pas intentionnel. Je marmonne intérieurement, cette bête a vraiment de la malchance, elle s'est elle-même jetée sur mon arme. Puisque c'est entré, je ne prends même pas la peine de retirer, je serre la perche et l'enfonce jusqu'au bout. Voyant cela, les soldats se ruent et frappent sauvagement, en un clin d'œil, le chien reçoit 5 ou 6 coups, et 10 points d'expérience s'ajoutent. Ce malchanceux meurt ainsi misérablement. Il ne reste plus qu'un loup solitaire, mais face à notre assaut collectif. Il finit par tomber lourdement en gémissant. Le combat terminé, tout le monde essuie sa sueur froide, ces monstres verts sont vraiment coriaces. Si possible, je préférerais toujours tuer des monstres blancs, car non seulement ils sont plus faibles, mais le combat est moins périlleux. La force des monstres verts dépasse largement celle des blancs. Phase de récupération, les 3 monstres laissent tomber beaucoup de pièces d'or, que les soldats ramassent et me remettent. Je hoche la tête avec satisfaction et commence immédiatement la collecte. En voyant la viande de chien par terre, je souris. Ce soir, je pourrais enfin faire mijoter un bon ragoût de chien. Mais ce qui m'importe le plus, ce sont les coffres. Je regarde celui devant moi et m'exclame avec surprise. Ce n'est pas un coffre en bois, mais en fer? Est-ce qu'il y a différents types de coffres? Plein de curiosité, j'ouvre le coffre de fer. Une lueur brille. Et une hache de bûcheron de qualité verte apparaît soudain. Je scrute les statistiques. Et je suis stupéfait, c'est un équipement vert. Le bois est une ressource cruciale à tout moment. Pouvoir obtenir un outil de bûcheron au début est une aubaine. Pensant cela, je fais venir un soldat de niveau 1. Lui remet la hache, et après l'avoir envoyé couper du bois, je m'assois pour me reposer un moment. Puis je me lève et conduis les soldats restants vers le prochain coffre, en voyant 4 chiens errants non loin.
Je sors immédiatement la longue perche. Après le dernier combat, j'ai constaté que les longues perches limitent mieux les chiens. D'abord, ils s'avancent activement, mais à quelques mètres, voyant nos longues perches, ils sentent la menace. Devant cela, j'exploite la longueur de la perche pour attaquer, avec la coopération des soldats. Les 4 chiens sont vite tués. En ouvrant le coffre en fer noir, je regarde attentivement. À l'intérieur, il y a une vingtaine de flèches, ce qui me remplit de joie. Je pensais avoir un arc mais pas de flèches. Mais avec ma force, je peux facilement tendre l'arc blanc. Pour garantir la précision, je m'entraîne à une douzaine de tirs à distance. Devant moi, un coffre gardé par 5 chiens errants. Je m'arrête. Je n'ai jamais appris le tir à l'arc. Mais grâce à la force, ils pouvaient aussi tirer facilement l'arc blanc. Pour assurer la précision, je me suis entraîné à une dizaine de flèches à distance. Après avoir trouvé le bon geste, j'ai mené à nouveau les soldats à l'attaque, en voyant les chiens sauvages charger à toute vitesse. Une fois la sensation trouvée, je lance l'attaque avec mes soldats, voyant les chiens accourir. Je bande rapidement l'arc et décoche une flèche. Sifflement, la première touche juste. Sans tuer, mais l'objectif est atteint. Je bande à nouveau et tire, mais la deuxième flèche rate malheureusement sa cible. Je prends une profonde inspiration et tire une troisième flèche. Sifflement, par chance, elle atteint directement la cuisse d'un chien. À cet instant, le chien a finalement réduit la distance. En hurlant contre nous, j'entendais les aboiements furieux et j'aperçus 2 chiens errants à la traîne. Je pris la décision d'attaquer de front les 3 premiers avec mes soldats. Après un combat acharné, les 3 chiens errants de devant succombèrent, et les 2 blessés à l'arrière ne tinrent pas longtemps non plus. Ils s'effondrèrent rapidement à leur tour. Après avoir récolté les carcasses des chiens errants, j'ouvris de nouveau le coffre en fer. À l'intérieur se trouvait une armure de qualité blanche, offrant 5 points de défense. Bien que ses propriétés soient simples, c'était bien mieux que rien. Une fois l'armure enfilée, je découvris soudain une règle clé. Observant les coffres autour de moi, je réfléchis, ces coffres en fer contiennent surtout de l'équipement. Tandis que les coffres en bois renferment des ressources diverses. Même si ces dernières sont hétéroclites, ce sont toutes des articles de première nécessité. Après avoir compris cela, je suivis cette route en éliminant systématiquement les chiens errants. À mesure que les monstres tombaient, mes gains devenaient plus conséquents. Les coffres en fer délivraient des armes blanches, des bottes et des gantelets. En voyant ces pièces blanches, je pensais que le fait d'avoir obtenu une hache verte au début n'était qu'une question de chance. Pendant le combat, j'essayais aussi le coup puissant dans le panneau. Voyant le monstre devant moi succomber à un coup fatal, j'étais très satisfait, mais je décidai tout de même de conserver mes points de compétence pour les garder en vue d'une future fusion. À cet instant, le système m'indiqua que j'étais passé au niveau 3, gagnant des points d'attribut libre et des points de compétence. Mes soldats avaient aussi atteint le niveau 2. Voyant l'heure, je pris la décision intérieure d'envoyer ces soldats de niveau 2 couper du bois de main pour améliorer l'efficacité. Une fois cette résolution prise, je me retournai et me dirigeai vers le lac, prévoyant de collecter en chemin toute l'eau que les soldats avaient préparée dans des récipients pour la rapporter. Arrivé au lac, je vis le sol couvert de tubes de bambou remplis d'eau, chacun soigneusement recouvert de grandes feuilles et de pierres. Après tout, je suis quelqu'un qui tient à l'hygiène, je ne pouvais pas vendre de l'eau sale. Une fois toute cette eau emballée et mise en vente, je poussai un soupir de satisfaction. À ce stade, ceux qui survivent sortent généralement pour chasser des monstres, et traiter les entrailles nécessite de l'eau propre. Cette eau se vendrait sans difficulté. Je réfléchis, peu de gens possèdent cette compétence. Nettoyer les organes, laver les vêtements ou les fruits et légumes est très pénible pour ceux qui manquent d'eau. Et avec l'augmentation constante du nombre de personnes, leur consommation d'eau explosera. À cette pensée, je réalisai que c'était une excellente occasion de gagner de l'argent. Je calculais en secret. Quand plus tard tout le monde trouvera des contenants pour l'eau claire deviendra sans valeur. Si je ne profite pas de cette aubaine maintenant, je n'aurai plus jamais une si bonne chance. Le marché est limité, et beaucoup ont déjà établi leur territoire. En voyant cela, je me dis que même la nourriture, les boissons et les vêtements seront des préoccupations pour eux. À ce moment, beaucoup se plaignaient dans le canal de discussion que le rôle de seigneur était difficile à jouer, démunis de tout, ils se sentaient dépassés par ces problèmes. Quelqu'un soupira, « Ah, on ne sait vraiment pas ce que coûte le riz et l'huile tant qu'on n'est pas maître de maison. » Voyant ce message, un autre répondit immédiatement par un long texte, « Qui dit le contraire ?» Continua-t-il en pleurant, « Mes 2 soldats nouvellement invoqués ont vu leur loyauté chuter à 10 points, faute de nourriture, de vêtements et de logement. » Puis, encore sous le choc, il ajouta, « J'ai vraiment peur qu'ils ne me tuent. » En lisant ces échanges, je me sentis un peu impuissant. D'autres se plaignaient, « Tout manque, même les pièces d'or. Être maître est trop difficile. Parfois, j'ai envie d'abandonner, mais la sensation de puissance apportée par la montée en niveau me fait croire qu'il y aura encore de grandes surprises plus tard. » À ces mots, un autre renchérit. Excité, il dit, « Le seigneur de l'Aube a raison. J'étais moi-même faible de nature. Mais après avoir monté de niveau aujourd'hui, je me sens bien mieux. » Juste en dessous, quelqu'un taquina. « Tu dois avoir des reins faibles, non ?» Puis un autre acheva sans pitié, « Je dirais plutôt que tu es impuissant. » En parcourant les discussions, je remarquai que beaucoup de seigneurs manquaient cruellement de nourriture de base. Après avoir pris la température du marché, je remis en vente mes articles. Je mis directement toutes sortes de viandes que j'avais collectées sur le panneau d'échange.
De toute façon, je n'aurai jamais à m'inquiéter pour la nourriture à l'avenir, et mes cultures mûrissent beaucoup plus vite que celles des autres, donc je ne manquerai jamais de grains. Alors, je fixai le prix d'un morceau de viande crue à 5 pièces d'or. Ce n'était pas cher, et la viande était déjà découpée, prête à être grillée directement, très pratique. Je trouvai donc ce prix extrêmement avantageux. Quant au maïs, je le fixai à 3 pièces d'or l'épi, car son goût était plutôt bon. Je suis sûr qu'il se vendra à bon prix, si quelqu'un veut échanger des ressources. Je ne m'y oppose pas, car dans ce monde cruel, toute ressource est la bienvenue. Une fois mes articles mis en vente, je me rendis immédiatement sur le canal de discussion pour lancer un appel, viande fraîche de toutes sortes, déjà nettoyée, prête à être cuite directement chez vous. En plus, une grande quantité de maïs vous attend, en quantité limitée. Premier arrivé, premier servi. En entendant cette nouvelle, beaucoup ont ouvert le canal des échanges. Ils ont rapidement cherché mes annonces exclusives en tant que seigneur de Down City, comme beaucoup m'avaient déjà suivi. Dès que je mettais quelque chose en vente, une notification apparaissait sur leur panneau système. Quelqu'un s'est immédiatement exclamé, « Mon pote, un simple morceau de viande crue, tu oses le vendre 5 pièces d'or? T'as vraiment pas de cœur. » Un autre a crié, « Un épi de maïs à 3 pièces d'or? Tu ferais mieux de voler. » En un instant, le canal de discussion était rempli d'insultes. Voyant les écrans pleins de cris de « marchands véreux » et « profiteurs », quelques personnes raisonnables ont répliqué, « En fait, vous n'avez pas à lui en vouloir. » Il a continué, « Personne ne vous force à acheter. Débrouillez-vous pour chasser les monstres vous-même. » À en voir la coupe, je soupçonne fortement qu'il est cuisinier. Quelqu'un a plaisanté en disant qu'il était diplômé de Langxiang. Je souriais intérieurement en voyant ça. Mon prix n'était absolument pas cher, mais pas bon marché non plus. Après tout le monde manque de pièces d'or, et les monstres n'en lâchent pas beaucoup. Que ce soit pour se nourrir ou pour les pièces, ce n'était pas mon problème. Je vends à ce prix, c'est à eux de décider d'acheter ou non. En entendant la notification, j'ai immédiatement ouvert le panneau pour consulter les messages. Tianxia Wushuang a demandé le premier, « Mon pote, est-ce que je peux échanger du bois contre de la viande ?» Jimo de Xianjian a aussi déclaré avec générosité, « Je veux 100 morceaux de viande. » Xiao Yushao a demandé d'un air plaintif, « J'aimerais tant, tu peux faire un prix, je peux échanger avec des graines. » En voyant ces messages, j'étais ravi. Je ne trouvais vraiment pas que mes ressources étaient trop nombreuses, alors j'ai vite tapé ma réponse. Tianxia Wushuang, bien sûr, mon frère. J'ai continué à taper, faisons un échange, un morceau de bois pour 2 morceaux de viande. Après avoir envoyé, j'ai attendu patiemment. Ayant reçu ma réponse, Tianxia Wushuang m'a immédiatement envoyé un message de protestation, on fait affaire depuis si longtemps, et tu es toujours aussi cupide. En le voyant si furieux, je n'ai pu m'empêcher de rire. Bon, d'accord. Vieux camarade, vu notre amitié passée, je t'en donne un de plus. Parce que si je fixe un prix trop élevé d'un coup, comment pourrais-je continuer à faire des affaires? Actuellement, le bois se vend à 20 livres, et ma viande est à peu près au même prix. Mais Tianxia Wushuang a immédiatement négocié, 4 morceaux de viande pour un morceau de bois, ce serait un échange tout à fait équitable. J'ai accepté sans hésiter, d'accord, marché conclu. J'ai souri et demandé, de quelle quantité as-tu besoin? J'ai de la viande en abondance. C'était à voir combien il pouvait en prendre. Finalement, il a acheté 80 morceaux de viande, probablement pour nourrir les soldats de son domaine. Ensuite, j'ai aussi fait des échanges fructueux avec Xiao Yushao et quelques autres amis. Après ce tour d'échange de matériaux, j'ai obtenu pas mal de ressources précieuses. Alors que je comptais joyeusement mes gains, Nuanzi m'a soudain envoyé un message. En voyant le contenu sur le panneau, j'ai écarquillé les yeux. J'ai immédiatement perdu mon calme. Elle est allée droit au but, j'ai un plan d'entrepôt. Je veux l'échanger contre ta nourriture. Fais-moi une offre. Cette proposition m'a rempli de joie. Je n'ai pu m'empêcher d'envier en silence, encore un plan de construction. Pourquoi ma chance est-elle si élevée? Mais des plans de construction, ça ne se trouve pas comme ça. Pour en obtenir un, il faut une sacrée chance. J'ai réfléchi, le prix des plans de construction en ce moment. C'est difficile à dire. Ceux qui veulent construire manquent de matériaux, ceux qui ne veulent pas construire ne comprennent pas le prix. Et c'est là mon avantage, car j'ai des ressources en abondance. Ce qui me manque, ce sont les plans de construction. Surtout celui de l'entrepôt. Avec lui, je pourrais stocker en toute sécurité une grande quantité de ressources. Une fois l'entrepôt construit, je n'aurai plus à entasser autant de choses dans ma cabane en bois. À cette pensée, j'ai pris ma décision, il me faut absolument ce plan rare. Mais en y réfléchissant, très peu de gens dans le monde en auraient besoin, car ceux qui possèdent beaucoup de ressources sont extrêmement rares. Alors j'ai répondu avec un air détaché, je pensais que c'était quelqu'un de spécial. Ce n'est qu'un plan d'entrepôt. Même construit, il n'y aurait rien à y mettre. Puis j'ai tâtonné. Mais c'est quand même un bâtiment. Bon, 50 morceaux de viande, d'accord? À raison de 5 pièces d'or par morceau de viande crue, 50 morceaux font 250 pièces d'or. Même si ce chiffre est vraiment moche. Au début des négociations, je ne peux pas proposer un prix élevé. Comme prévu, après avoir entendu mon offre ridicule, Nuanzi n'était clairement pas contente. Même si pour l'instant,
personne d'autre ne vendait ce plan. Et même si quelqu'un l'obtenait, peu gaspillerait des ressources pour construire un truc inutile. À ses yeux, c'était quand même un bâtiment. Avec seulement 50 morceaux de viande. Ça ne lui suffisait évidemment pas. Elle a dit calmement. 200 morceaux de viande. En entendant ça, j'ai refusé immédiatement, 200 morceaux. Tu sais combien de temps il faut pour nettoyer toute cette viande? Il y en a trop, 60 morceaux. À ce stade, personne ne maîtrise la technique de collecte. Je ne peux évidemment pas me trahir. Je dois lui faire comprendre la difficulté de traiter cette viande, qu'elle le trouve extrêmement difficile. Effectivement, après avoir entendu cela, elle a hésité longtemps, car même la nourriture est un problème. Qui gaspillerait des ressources pour construire un bâtiment dont personne ne veut? Avec des ressources, il vaut mieux construire une cabane en bois et une glacière. En l'entendant proposer à nouveau un prix d'essai, 150 morceaux de viande, c'est quand même un bâtiment rare. J'ai continué à négocier. Après une âpre discussion, j'ai finalement obtenu à un prix modique de 120 morceaux de viande. La transaction a été conclue avec succès. En voyant le plan de l'entrepôt que j'ai obtenu, j'étais très satisfait. Ensuite, j'ai commencé à vérifier le panneau. Le plan de qualité blanche indiquait qu'il nécessitait les matériaux suivants. La construction nécessite 100 pièces d'or. Immédiatement après, le plan dans ma main s'est transformé en une lueur. Un bâtiment d'entrepôt est apparu directement devant moi. Bien que la superficie de cet entrepôt ne soit pas grande, elle est suffisante pour stocker les fournitures à ce stade. Donc, pour l'instant, je n'ai pas l'intention de dépenser des ressources pour l'améliorer. En regardant l'entrepôt construit, je me suis immédiatement retourné et donné des ordres. Zhang San, Zhang Si, vous autres, prenez les fournitures dans la cabane en bois. Déplacez-les tous dans l'entrepôt pour les stocker. Après avoir organisé mes subordonnés, j'ai continué à vendre la viande que j'avais. Jusqu'à ce que j'en garde assez pour moi. J'ai vu que la nourriture sur le canal d'échange a été instantanément achetée. En voyant le marché extrêmement pauvre en nourriture, j'ai découvert une énorme opportunité commerciale. J'ai temporairement mis de côté mes pensées. Je me suis retourné et suis allé près du champ pour vérifier la croissance des cultures. J'avais déjà arrangé 2 personnes pour s'en occuper. Dès qu'elles mûrissent, les soldats les récoltent et replantent, donc j'ai récolté pas mal de maïs. Pour empêcher les autres de les acheter comme semences, tout le maïs que je vends est cuit. Les graines de haute qualité doivent rester entre mes mains. Les graines blanches mettent 24 heures à mûrir et ont un faible rendement. Les graines vertes réduisent le temps de moitié et doublent le rendement. Les graines bleues doublent de façon absurde. Et ainsi de suite. Une fois que l'on atteint les graines dorées, la nourriture produite peut même avoir des attributs. Par exemple, le maïs doré peut restaurer 100% de l'énergie et éliminer la faim. Quant aux autres choses, je suis encore en train d'expérimenter. Le maïs que j'ai séché hier n'était pas complètement sec. J'ai demandé aux soldats d'en prendre 2 et de les faire griller. Je prévoyais de les fusionner en doré avant de les planter. Aujourd'hui, j'ai utilisé toute mon énergie spirituelle pour fusionner des graines. En regardant ces pommes de terre dorées dans mes mains. Pommes, patates douces et choux, je suis plongé dans mes souvenirs. À la campagne, les pommes de terre se reproduisent de manière asexuée, on les coupe en morceaux, on les fait germer et on les plante. Les patates douces sont cultivées comme semences, on plante des tiges dans la terre et elles poussent automatiquement. Bien que je sache qu'elles ont aussi des graines dans la réalité. Dans mon village natal, je n'ai jamais vu les planter avec des graines, car elles poussent lentement et le rendement final n'est pas élevé. Mais dans ce monde de seigneurs, toute nourriture est cultivée à partir de graines. J'ai repris mes esprits et j'ai donné les graines dorées aux soldats pour qu'ils les plantent. Dès que les soldats ont fini de planter, le panneau a indiqué qu'il ne fallait qu'1 heure et demie pour la récolte. Telle est la puissance des graines dorées. J'attendais avec impatience leurs attributs. Soudain, une idée audacieuse m'a traversé l'esprit, si je fusionnais 2 épis de maïs doré, un nouvel effet apparaîtrait-il? Et s'il y avait une qualité cachée? J'ai donc commencé à attendre que mon énergie spirituelle se régénère. J'ai pris du maïs violet pour une synthèse de base. Ensuite, sans hésiter, j'ai fusionné les 2 épis de maïs doré. Accompagné d'une lumière éclatante, cela a vraiment réussi, mais ma consommation d'énergie spirituelle était trop importante. Immédiatement, j'ai ressenti un vertige intense, manquant de m'évanouir. J'ai jeté un coup d'œil au panneau des attributs. J'ai découvert que fusionner 2 épis de maïs doré avait consommé pas moins de 5 points d'énergie spirituelle. La prochaine fois, je devrais faire attention. Mais en voyant l'épi de maïs à l'aura dorée encore plus forte dans ma main, j'ai souri. Le panneau indiquait qu'il pouvait maintenir l'énergie pendant 8 heures. Ainsi que l'hydratation, les attributs avaient directement doublé, plus durable qu'avant. Si je donne ce maïs aux soldats bûcherons, ils peuvent rester au top de leur forme et travailler sans arrêt. J'ai l'impression d'avoir découvert une voie vers la richesse. Je songeais même que si je devais fusionner une seconde fois, cela nécessiterait probablement encore plus de points. J'ai temporairement mis ces pensées de côté. Avec les soldats, je mangeais de la viande grillée tout en grignotant du maïs. La vie était plutôt agréable, tout le monde était content. Aujourd'hui, la récolte a été importante. Nous avons obtenu pas mal d'équipements. Si tout le monde fait encore un effort demain, je crois que chacun pourra avoir un équipement. À ce moment, Zhang San a couru et crié « Seigneur, le maïs doré pousse très vite », et après avoir arrosé, la vitesse devient encore plus rapide. En entendant cela, curieux, j'ai répondu « Oh, vraiment ?» Puis je me suis immédiatement levé et me suis rendu rapidement près du champ. J'ai vu que des torchers avaient déjà été allumés autour du champ. À la lueur des torchers,
Nous pouvions voir clairement tout ce qui se passait dans le champ. Zansan a puisé une louche d'eau. Il l'a versée sur le champ de maïs doré. À peine l'eau tombée, le maïs a commencé à pousser de façon visible à l'œil nu. Il a poussé à une vitesse effrénée. Voyant cette scène étrange, j'étais très surpris et n'ai pu m'empêcher de supposer. À voir cela, il n'aura même pas besoin d'1 heure et demie pour être récolté. Pensant cela, j'ai immédiatement demandé à quelques personnes de prendre des lampes de poche et de se rendre au lac pour remplir de l'eau, en leur ordonnant d'éviter soigneusement les monstres. Arrose d'abord tout le maïs, car chaque grain qui mûrit un peu plus tôt signifie plus de pièces d'or pour moi. Après avoir organisé l'arrosage, j'ouvre le panneau système, la cabane en bois de niveau 3 ne peut vraiment pas accueillir autant de monde. Je dépense donc 400 pièces d'or et du bois pour passer la cabane au niveau 4. Ensuite, je dépense à nouveau 400 pièces d'or et du bois pour élever aussi la caserne au niveau 4. Après cette mise à niveau, je peux invoquer 10 soldats supplémentaires. Mais je prévois d'attendre demain matin pour les invoquer, plus le niveau des soldats est élevé, plus ils abattent de bois. Avec les ressources que j'ai collectées, cela devrait suffire. Ensuite, je vérifie l'état de mon territoire. Et je constate que les conditions sont remplies. Je choisis donc de mettre à niveau le territoire. Immédiatement après, une annonce du ciel retentit dans le monde entier, le Seigneur de l'Aube, premier au monde à atteindre le niveau 1. En récompense, il reçoit 10 points d'attribut libre et 10 points de réputation. Après 3 annonces consécutives du ciel, le monde des seigneurs est à nouveau en émoi. Sur l'écran public, les commentaires sont remplis d'envie et de jalousie. Certains demandent même à s'accrocher à une cuisse ou à se marier. Je n'imaginais pas passer à la télévision ainsi. Mais je ne m'intéresse pas à la célébrité, seulement aux récompenses concrètes. J'assigne immédiatement les 10 points d'attribut pour accroître ma force. Quant à la réputation, je ne sais pas encore à quoi elle sert. Alors que je réfléchis, Incomparable m'envoie un message. Grand frère, tu es si brillant, ta famille le sait-elle? En voyant ce message, je réponds calmement. Sois tranquille, ils le savent là où ils sont. Il répond, un peu surpris, ah, tu es orphelin. À ces mots, je continue à le taquiner, impossible, les protagonistes tuent généralement leurs parents. Il est très agacé, grand frère, tu as un peu de dignité? Non, je n'ai pas de dignité. Je le rejette sans honte. Ensuite, une ribambelle d'amis m'envoie des messages pleins d'envie et de jalousie. Même Petit Papillon envoie un message pour demander à être entretenu. Voyant cela sur l'écran, je refuse sans pitié, désolé, je ne fais pas ce genre de choses. Le voyant soupirer de désespoir, je dis franchement, le monde est grand, ne pense pas à moi. Je ne suis pas ton genre. Il me demande prudemment si je suis célibataire. Qu'y a-t-il de mal à être célibataire? Il suffit de bien vivre seul. En m'entendant dire cela, Petit Papillon ne sait pas quoi répondre. Il me traite fâché d'homme droit. Je réponds négligemment, c'est mieux que d'être tordu. Discuter avec eux quand je m'ennuie me permet de me distraire. À ce moment, Zansan arrive en courant, heureux, et s'écrie. Seigneur, notre maïs est mûr. En entendant cela, je suis très surpris. Si vite? Cela ne fait qu'1 heure environ. Zansan sourit et répond, en arrosant, on réduit la durée de 30 minutes. Après ces paroles, je me rends immédiatement près des champs, les soldats ont déjà cueilli le maïs mûr, et il y a plein de tiges. En voyant ces tiges, je pense qu'une fois séchées, elles peuvent servir d'engrais ou de combustible, leur utilité est grande. Je donne alors l'ordre, cuisinez et mettez en vente. Pendant qu'ils allument le feu pour cuire le maïs, je prends 2 épis de maïs ordinaire. Après quelques manipulations, je réussis à les fusionner en qualité dorée. En regardant cet épi de maïs fusionné 2 fois, je constate que mon esprit est insuffisant, je dois le ranger et l'utiliser une fois récupéré. Une fois ce lot de maïs complètement cuit, je le mets immédiatement en vente sur le canal des échanges. En voyant ce maïs doré, je fixe le prix à 50 pièces d'or. Si les gens n'étaient pas pauvres, j'aurais voulu le mettre à 100 pièces d'or. Avec les propriétés impressionnantes de ce maïs doré, il vaut vraiment ce prix. Ensuite, je crie dans le canal de discussion. Le maïs doré vient d'être mis en vente, achetez vite ceux qui veulent. Après avoir envoyé ce message, je le répète dans le canal mondial, car le maïs attire beaucoup de monde du district de longtemps. Ils ne pourront peut-être pas tout acheter. Effectivement, après l'annonce, le canal explose. Dans le canal, certains demandent des astuces, d'autres m'insultent de profiteur, et d'autres se plaignent que je ne vends que des attributs. Je ricane doucement. Certains m'insultent de profiteur, d'autres se plaignent que je ne vends que des attributs. Je ricane doucement, trop paresseux pour m'en soucier. À ce moment, Incomparable m'envoie un message en premier, grand frère, vends-moi ce maïs en privé moins cher, d'accord? En échange de bois. En voyant ce message, je souris avec satisfaction. J'attendais cette phrase. Je réponds immédiatement, pas de problème, 2 bois pour 1 épi. En entendant ce prix très bas, il est visiblement stupéfait et s'écrie avec excitation, d'accord. Marché conclu. Donne-moi d'abord 50 épis. Je lui échange immédiatement 50 épis de maïs. Si les autres savaient la véritable production de ce maïs, ils en mourraient sûrement de jalousie. Car pour moi, ce maïs de haute qualité non seulement mûrit vite mais a aussi un rendement énorme. Malheureusement, ce grand secret, ils ne le découvriront jamais. À ce moment, Petit Papillon m'envoie un message, grand frère, d'où viens-tu ces graines de maïs doré? En entendant sa question pleine de stupéfaction, je ne peux m'empêcher de plaisanter, et si je disais que ces graines, je les ai fabriquées moi-même, tu me crois?
Il répond de mauvaise humeur. Tu es un humain, pas une plante, comment pourrais-tu fabriquer des graines? Arrête de te vanter. Je peux même créer des humains. Le voyant sans mouvement depuis un moment, je pensais qu'il était timide, j'ai ri doucement et j'ai envoyé un message. Acheter coûte 40 pièces d'or la tige, peu après il a envoyé ça, puis j'ai directement échangé 5 épis de maïs. Juste après l'échange, Cigarette Solitaire a aussi envoyé un message, il a demandé très directement. Dis-moi, combien d'ingrédients faut-il pour échanger un épi de maïs? Le voyant si direct. Je ne voulais naturellement pas perdre ce gros client de Pierre, j'ai donc répondu, 2 ingrédients pour un épi, une bonne affaire non? Me voyant donner un prix si bas, il a répondu très satisfait, marché conclu, à ce stade, seul moi ai besoin d'ingrédients. Cet échange, il n'y perd absolument rien. Ensuite, j'ai reçu des messages de nombreux amis. Ils venaient tous avec leurs ressources inutilisées comme le minerai de fer, le minerai d'argent, pour échanger avec moi, profitant de cette occasion. Je surveillais constamment les dynamiques du canal, dès que je voyais quelqu'un avec des ressources, je l'ajoutais immédiatement en ami. Ainsi, j'ai obtenu une grande quantité de matériaux, en regardant l'entrepôt rempli de toutes sortes de minerais. Bien que je n'en ai pas besoin pour l'instant, je sais que ces choses seront très utiles plus tard. À ce moment, Zansan est arrivé en courant et m'a crié « Seigneur ! Malheur ! Tout ce qui a été planté à partir de graines dorées est devenu de la peau violette. » Oh, seulement du violet? En entendant cela, j'ai été très surpris. Je me suis rapidement dirigé vers les champs, et effectivement, tout ce qui avait poussé était du maïs violet. En voyant le maïs déclassé dans les champs, j'étais rempli de confusion, je me suis tourné vers Zansan et j'ai demandé. Ces épis ont été plantés avec du maïs doré mature? Ayant eu une réponse affirmative de Zansan. J'ai soudain compris, il fallait que je les fusionne moi-même pour pouvoir continuer à planter. Du maïs doré de premier choix. Dès qu'on utilise du maïs exceptionnel comme graine, la qualité chute. Il est absolument impossible pour les autres de profiter indéfiniment de graines de haute qualité, mais pour moi, c'est différent. Je peux tout à fait recycler ce maïs violet, dépenser à nouveau de l'énergie mentale pour le fusionner. Et ainsi réaliser une production illimitée. Ayant compris cela, j'ai immédiatement ordonné à Zansan de récolter tout le maïs violet. Une fois tout séché, me le remettre, puis le fusionner en maïs doré pour le semer. En regardant le solde en pièces d'or qui grimpait follement, il allait bientôt dépasser les 100 000, c'était sans aucun doute. Une richesse immense que les gens ordinaires ne pouvaient imaginer. Avec de l'argent, tout est plus facile, je n'aurai plus à m'inquiéter de l'argent pendant longtemps. Rangeant ces pensées, j'ai continué à mettre en vente du maïs cuit, commençant à rafler les richesses de toute la région. À ce moment, dans le salon de discussion, tout le monde, tout en jurant les dents serrées, regardait mon maïs mis en vente être acheté en un instant. Tous étaient trop choqués pour parler. Personne ne savait combien de stock j'avais, ce monopole était vraiment agréable. Parce que dans toute la région, seul moi avais ça, même si beaucoup râlaient. Mais les propriétés de ce maïs étaient trop extraordinaires, pour le développement rapide de leur domaine, ils devaient l'acheter même en grinçant des dents. Certains achetaient du maïs cuit pour le planter, et naturellement tout échouait, alors dans le canal on m'accusait d'être un profiteur. Les plaintes sur mon manque de loyauté devenaient plus fortes, écoutant les cris d'impuissance dans le canal. Je n'y prêtais aucune attention, les personnes brillantes attirent toujours la jalousie, de toute façon je n'avais jamais forcé personne à acheter. À ce moment, plusieurs soldats sont arrivés en courant avec des récoltes, criant « Seigneur, voici les pommes de terre dorées et les patates douces qui viennent de mûrir. Regardez !» En voyant la nourriture dégageant une faible lueur dorée dans leurs mains, j'ai souri avec satisfaction. Puis, impatient, j'ai ouvert le panneau système pour examiner attentivement, j'ai regardé les attributs de la pomme de terre dorée. Après utilisation, pendant 4 heures, la sensation de faim est réduite de 150%. Bien que cette pomme de terre n'ait qu'une seule fonction. Son avantage est d'être très rassasiante, pour les seigneurs du canal qui manquent cruellement de nourriture, c'était absolument très avantageux. Il suffit d'en acheter pour nourrir les soldats à satiété, et leur loyauté ne baissera pas, car sans être bien nourris. Quel soldat accepterait de travailler et de se battre de bon cœur? Une pomme de terre tient 4 heures. Un soldat en a besoin de 3 par jour, si on calcule à 50 pièces d'or, cela coûte seulement 150 pièces d'or par jour pour le nourrir. Tant qu'un soldat peut créer une valeur supérieure à 150 pièces d'or par jour, c'est très rentable. En y pensant, j'ai comparé soigneusement le rendement des pommes de terre, et j'ai découvert qu'il était le double de celui du maïs, mais avec des attributs légèrement inférieurs. Si le prix était le même, les seigneurs préféreraient tous acheter du maïs, après avoir pesé le pour et le contre. J'ai décidé de le fixer à 40 pièces d'or la pomme de terre, je pense que la plupart des gens dans le canal peuvent accepter ce prix. Ayant pris ma décision, j'ai ordonné aux soldats de planter des pommes de terre en grande quantité, et je les ai mises en vente à 40 pièces d'or. En ce qui concerne gagner de l'argent, je n'ai jamais été négligent. Après avoir posté les articles, j'ai crié un coup dans le canal, tout le monde a vu qu'il y avait de nouveaux aliments en vente, tout le salon de discussion est devenu instantanément extrêmement animé. Chapitre 20, Construire l'avenir. Oh là là, encore des pommes de terre de qualité dorée? Ce seigneur de glissade citait. D'où viennent toutes ces graines de haute qualité? Les autres ne nous le diront jamais. Allons dormir d'abord. Ah, pour éviter que mes soldats ne me trahissent. Je dois me résigner à acheter cette pomme de terre. J'espère qu'après l'avoir mangée, les soldats ne me trahiront pas.
Je ne peux pas me permettre de perte. J'ai essayé, et ce truc est vraiment pas mal. Je n'ai plus faim immédiatement. Suffan l'a aussi vendu à ses amis, à un prix forcément inférieur à celui du marché. C'est moins cher. Ils l'ont obtenu pour seulement 30 à 35 pièces d'or. Ensuite, Suffan a ajouté beaucoup d'amis. Avec la nourriture qu'elle avait, elle a échangé beaucoup de matériaux, et aussi auprès de nombreux amis étrangers. Elle a obtenu plusieurs équipements. Jusqu'à ce qu'un seigneur étranger propose un plan de clôture. En échange d'une grande quantité de nourriture, Suffan a immédiatement été intéressé. Il faut absolument obtenir ce bâtiment. Suffan était aussi surprise. L'autre osait vraiment proposer ce bâtiment. Est-ce qu'il est devenu fou? Tu te bats pour la liberté, deviens ami, mon ami. Combien de nourriture veux-tu échanger contre la clôture? Demanda rapidement Suffan. Non, je veux des graines, celles qui ne sont pas mûres. Pour la liberté, dit-il, et Suffan comprit alors. L'autre voulait des graines dorées, pour cultiver de la nourriture dorée comme elle. Mais Suffan sourit. Sans qu'elle ne les fusionne, les graines dorées. Les produits issus de ces graines perdraient un niveau. L'autre voulait utiliser cette méthode. L'autre ignorait cette situation, pensant qu'avec des graines dorées, il pourrait toujours cultiver de la nourriture de plus haut niveau. Alors, Suffan devait naturellement en tirer le maximum. De toute façon, elle était la seule à posséder des graines de qualité dorée, et encore après sa fusion. C'était elle qui fixait le prix. Effectivement. L'autre comprenait aussi l'importance des graines dorées. En les possédant, il aurait ensuite une grande quantité d'or. Donc, l'autre a aussi proposé son prix. J'ai aussi un plan d'armes. Plus 500 unités de bois et 200 unités de nourriture. Est-ce que ça marche? Pour la liberté, pour les graines dorées, vraiment. Rien que les 500 unités de bois valent 1000 pièces d'or. Qui sait? D'où l'autre les a obtenues? Il n'y a pas que Suffan qui a de la chance dans le monde. Elle ignorait simplement ce que les autres avaient gagné. En réalité, Suffan était déjà en train de s'enrichir. Mais elle ne pouvait pas le dire. Elle dit, plus 500 pièces d'or. Non, 300 maximum, dit pour la liberté. C'est le dernier prix, répondit Suffan. Après un long moment, pour la liberté dit enfin. D'accord. Suffan était ravi, et lui échangea immédiatement une pomme de terre de qualité dorée. Elle dit, le rendement des pommes de terre est élevé, tu devrais aimer. Je veux des graines de maïs dorées. Pour la liberté savait visiblement qu'on ne peut pas planter les pommes de terre immédiatement. Tu veux ou pas? Sinon, tant pis, ce bâtiment. Je finirai bien par l'avoir un jour. Il y a plein de gens qui veulent des graines dorées. Suffan s'empressa de dire, d'accord, des graines de pommes de terre. Pour la liberté savait aussi combien valaient les graines dorées maintenant. Qui, à part Suffan, en possédait dans le monde entier? Pour attendre que les pommes de terre germent, il fallait du temps. Pendant ce temps, Suffan gagnait de l'argent. Quand ces pommes de terre germeraient et seraient plantées, on découvrirait qu'elles ne donneraient que des pommes de terre violettes. Alors, elle ne pourrait pas concurrencer son marché. Après tout, qui voudrait d'un objet sans attribut? Suffan trouvait que cette affaire ne lui faisait pas perdre. Bien sûr. À l'avenir, l'autre pourrait utiliser les pommes de terre violettes pour en cultiver des bleus. Puis avec les bleus, des vertes, jusqu'à devenir des pommes de terre ordinaires. En somme, ce n'était pas très désavantageux, cela demandait juste beaucoup de temps. À ce moment-là, on ne savait même pas jusqu'où Suffan s'était développé. Une fois l'échange terminé, Suffan ne put s'empêcher de rire, et... Après avoir obtenu les objets, Suffan se mit immédiatement à examiner les deux plans. Objet, plan de clôture. Qualité, blanc. Description, nécessite 500 pièces d'or. 500 unités de bois. Ce bâtiment nécessite beaucoup de bois pour être construit. L'autre voulait sûrement le construire lui-même, mais pour une graine de qualité dorée. Il a abandonné la construction de ce bâtiment, laissant un profit facile à Suffan. Suffan n'a dépensé qu'une simple pomme de terre. 500 pièces d'or, 500 unités de bois. Construction de la clôture réussie. Une fois le plan et le bois disparus, Suffan vit tout son territoire entouré par la clôture, selon la palissade. La longueur et la largeur de la clôture étaient de 10*10, mais une telle clôture ne pouvait même pas encercler sa cabane en bois. Avoir une clôture était déjà bien, de toute façon, plus tard. Il pourrait améliorer la qualité de ce bâtiment, donc ce n'était pas du gaspillage. Comme cette clôture était trop petite, Suffan ne pouvait protéger tous ses bâtiments qu'en améliorant le niveau de la clôture. Suffan regarda les matériaux nécessaires à l'amélioration. Et il fallait encore 500 pièces d'or et 500 unités de bois. Il semblait qu'après l'amélioration de la clôture, les matériaux nécessaires restaient les mêmes. Cette clôture serait sûrement à l'avenir le bâtiment consommant le plus de bois. Mais pour l'instant, cette clôture était aussi le seul bâtiment capable d'accroître la sécurité du territoire. Suffan commença à contacter plusieurs amis vendeurs de bois. Dès que Suffan eut un peu d'énergie spirituelle, il commença à fusionner le maïs doré, puis fit sécher les grains par les soldats pour les éplucher. De toute façon, une récolte était mûre en 1 heure. Et chaque fois, il obtenait une bonne quantité de maïs doré. Sous l'effet de cette promotion, beaucoup de gens commencèrent à échanger leur bois. Chapitre 21, caserne de niveau 10. Il y avait tant de population dans le monde, pas besoin que tout le monde échange. Seulement une partie suffisait à Suffan pour collecter pas mal de bois.
Sufan rassembla rapidement une grande quantité de bois. Et découvrit qu'avec ces matériaux, il pouvait échanger 100 unités de bois. Ainsi, Sufan aurait aussi beaucoup de bois sur lui. Pas besoin que tout le monde échange. Seulement une partie suffisait à Sufan pour collecter pas mal de bois. Sufan rassembla rapidement une grande quantité de bois. Et découvrit que collecter des matériaux de cette manière était vraiment très rapide. 500 pièces d'or, 500 unités de bois. Niveau de la clôture +1, niveau actuel LV2. Après l'amélioration de la clôture, la longueur et la largeur devinrent 20*20, mais ce n'était toujours pas suffisant. Sufan continua d'améliorer, dépensant à nouveau 500 pièces d'or et 500 unités de bois. Faisant passer la clôture à 30*30. Bâtiment, clôture, qualité, blanche, niveau, LV3. Prochaine amélioration, 500 pièces d'or. 500 unités de bois. Description, permet de construire une clôture. Pour défendre ton territoire contre les monstres. Sufan fusionnait essentiellement des graines dorées. Et maintenant, l'énergie spirituelle dorée était très importante pour lui, à part en conserver un peu. Le surplus servait à fusionner du maïs doré, afin de récolter et planter le maïs dès que possible. Sufan avait déjà préparé plusieurs soldats pour surveiller les champs à tour de rôle. Dès que le maïs était mûr, il le récoltait immédiatement, puis plantait du nouveau maïs. Après la plantation, il commençait à faire bouillir le maïs, jusqu'à ce qu'il soit mis en vente. Pour échanger diverses ressources, ou directement vendues contre des pièces d'or. Les ressources étaient très importantes à ce moment-là. Et le temps était également précieux. C'était le 2e jour, il restait 5 jours. Avant que le territoire ne perde sa protection, et alors ce qui se passerait, personne ne le savait. Seul un renforcement continu, l'amélioration et le renforcement de son territoire étaient primordiaux. Ensuite, Sufan examina les 3 derniers aliments dorés. Pour voir quels attributs ils possédaient. Nom, pomme. Qualité, doré. Description. Après consommation, pendant les 4 heures suivantes, la récupération d'énergie spirituelle dorée augmente de plus 150%. Nom, patate douce. Qualité, doré. Description, après consommation. Pendant les 4 heures suivantes, la force augmente de plus 100%. Nom, chou. Qualité, doré. Présentation. Après avoir mangé, pendant les 4 heures suivantes. La vitesse de récupération des blessures augmente de 150%. Sufan, après avoir vu cela, en est très choqué. Elle n'aurait jamais imaginé que ces aliments auraient un tel effet. Surtout la pomme, pour elle, cet aliment est littéralement comme une panacée. Elle s'inquiétait justement de la lenteur de sa régénération d'énergie mentale, et voilà que cette pomme apparaît, c'est vraiment parfait. N'est-ce pas?